gagnes 17 500 $ le temps d'un trajet d'ascenseur. Si t'es incapable de trouver 500 € sur 3-4 mois, c'est que t'as pas envie de le faire. Je le dis pas à ma femme et tout, non. Tu m'étonnes. Nous, passer de 100 000 à 1 million, à côté d'eux, on est des businessmen en carton. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de méthodologie. Je me rends compte que la vraie liberté, c'est d'avoir des règles que toi, tu as écrites. C'est quand même une singerie qu'en France, le patriotisme est vu comme un acte de fascisme. Il y a 1000 Dubaï. Par contre, il y a un Dubaï pour tous, c'est pas chic. S'il y a une guerre factuelle, armée, entre le GIGN ultra entraîné et des trafiquants qui savent pas viser, qui est-ce qui gagne? C'est l'économie américaine, mon grand, réveille-toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sadek. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, d'une part. La première chose, je vais pas te laisser te présenter parce que je trouve que c'est toujours la phase un peu chiante. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Bah non, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une petite présentation en amont. Ok, super. Moi, ce que je te propose, c'est que je lise dans un premier temps ce que j'ai écrit te concernant. Si tu vois que tu n'es pas aligné avec 2 points ou que tu veux rajouter des détails, on fait là-dessus. Le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse revenir sur ton parcours dans le rap, ta transition progressive sur les marchés financiers, notamment le trading, la crypto-monnaie. Donc, si t'es chaud, let's go. Bien sûr, tu fais Good. comme tu sens. Nickel. Alors, donc, né à Neuilly-Plaisance en 1991. 90, mais c'est pas... 90. C'est ce qu'on trouve sur Internet. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a cette erreur, mais... Ça commence mal. Ça commence très mal. Donc, Sadek, alias Johnny Nium. Belle prononciation, par contre, sur ça. Ouais, j'ai entraîné. J'ai regardé des shorts, des réels et tout pour être sûr. Tu vois. Donc, tu as fait donc, ses premières armes dans les battles de quartier. Donc, un freestyle remarqué au Quai 54 avant de gravir les échelons du rap français. Des mixtapes incisives aux albums certifiés or jusqu'à platine. 2024 marque un tournant pour toi. T'annonces prendre ta retraite dans le rap pour te concentrer sur d'autres projets, d'autres business, donc le trading, les médias et d'autres contenus un peu plus personnels, tout en restant hyper présent sur les réseaux, notamment avec l'imprimante, on reviendra là-dessus. Donc une transition qui confirme sa volonté de ne jamais se laisser enfermer dans un seul rôle. Bref, de freestyler du 9-3 à entrepreneur multicasquette, Sadek incarne le parcours d'un artiste qui se réinvente sans cesse. Bienvenue dans l'univers d'un homme qui transforme chaque étape en nouveau terrain de jeu et qui, même hors du studio, continue d'imprimer sa marque sur la culture. Bah merci beaucoup, très belle présentation. À part c'est... le 91. C'est 91 non, 90. Ah oui, oui 90. T'inquiète. Non, je croyais que tu parlais pour Paname. Ah non, okay, non. Mais très très cool, ouais. Nickel. Ouais, donc c'est pas de ma faute, c'est Internet. Non, ouais, c'est Internet, ouais. Ok, cool. En tout cas, tout le reste, ça fait plaisir que tu aies cette perspective-là. En tout cas, ça me fait plaisir. Ok. Bah, sache que, ouais, en fait, c'est à chaque fois, pour avoir participé à certains podcasts, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? C'est toujours la phase un peu délicate. Donc, je me suis dit, ça permet quelque chose d'un peu plus, tu vois, un peu plus dynamique. Donc, moi, déjà, la première question, comment ne pas te poser la question que tu poses sur chacun de tes podcasts? Toi qui vois le monde comme un terrain de jeu, comment est-ce que tu étais à l'école primaire? C'est ta question favorite? On ne l'a jamais posé, ouais, tiens. C'est marrant. Bah, j'étais un bon élève. Okay. Mais vite dissipé parce que je m'ennuyais. Je devais sauter plusieurs classes et ma mère, elle a pas voulu. Elle avait peur que je me fasse persécuter par les élèves plus grands. Ouais. Et donc, elle n'a pas voulu et ça fait que je m'ennuyais beaucoup. En 5e, par exemple, j'ai été viré du collège public. Pas parce que j'ai tapé qui que ce soit ou quoi, mais parce que j'avais un taux d'absentéisme de fou. J'avais presque 180 jours d'absence j'allais pas en cours du tout, en fait. Pourquoi? Parce que tu sentais que tu t'ennuyais? Je m'ennuyais vraiment. Trop simple? Trop simple, non, ce serait pas dire ça. C'est que, par exemple, vraiment, quand je venais en cours, je revenais 3 semaines après, c'était la même chose. C'était le même cours, le même truc, donc je dormais en classe. Et je m'ennuyais. Et de l'autre côté, comme je commençais à découvrir la musique, je préférais utiliser mon temps sur autre chose. Et quand je venais, par contre, j'avais des bonnes notes au contrôle, etc. Ok. Est-ce que c'était purement lié au programme qui était monotone, ou il y avait aussi une dissonance avec les autres élèves, etc. Non, je pense que c'est le programme qui est monotone. Le programme qui est monotone. Du coup, et tu sens que tu es dans l'instruction pure et dure et pas dans une réflexion. On n'est pas dans de l'intelligence, on est vraiment dans de la culture. C'est-à-dire, il faut... On te cultive, tu deviens Émilien des 12 coups de midi. Tu connais tout, c'est super, mais est-ce que tu sais l'appliquer? Est-ce que tu sais en tirer quelque chose? Tu vois, ça m'intéressait moins. Toi, si aujourd'hui, tu devais changer quelque chose dans
dans le système scolaire, dans la pédagogie, etc., ce serait quoi les 3 à 5 choses fondamentales que tu changerais en priorité? Moi, ça serait déjà beaucoup plus de pratique. Moi, je suis de ceux qui jettent les bébés à l'eau pour leur apprendre à nager. Parce que l'humain, dans son instinct de survie, même dans sa carte génétique, il y a des choses qui renaissent face à l'urgence. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Et beaucoup plus d'éducation, de personnalité et d'éducation financière pour ne pas se laisser avaler par le monde dans lequel on est. Quand je regarde les jeunes aujourd'hui, on dit ouais, ils sont deux spies, ils sont rapides, ils réfléchissent vite, ils font des choses. Mais en fait, ils sont dans une urgence et dans une tentation parce que on leur fait comprendre vraiment qu'aujourd'hui, avoir, c'est être. Et malheureusement, tu vois, c'est même pas avoir des choses pour pouvoir en profiter, c'est juste pour pouvoir exister, tu vois. Tu sais, ce syndrome de justement du jeune qui va vouloir une voiture, mais il pense même plus à une voiture pour se déplacer. C'est une voiture pour pouvoir aller draguer une fille, c'est une voiture pour pouvoir exister avec d'autres copains, aller en boîte de nuit, prendre 10 bouteilles. Pourquoi? Alors qu'il y en a qui boivent même pas d'alcool. C'est beaucoup ce truc-là, en fait, de un peu le remettre, comme ici aux Émirats, la personnalité au centre. C'est-à-dire que fais les choses parce qu'elles te font plaisir et pas parce qu'elles doivent correspondre à ce que les autres attendent de toi. Et ça, c'est très, très important. Tout à fait. Mais est-ce que tu penses pas que dans ton parcours, le fait d'avoir cherché le avoir à tout prix, même si aujourd'hui, avec la maturité, le recul, tu es plus peut-être dans une posture de je suis, tu vois, être. Mais est-ce que tu penses pas que cette quête de l'avoir t'a amené là où tu en es aujourd'hui? La dalle, peut-être, tu vois, du début où tu t'es dit, bah, moi, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je veux le prestige, je veux le profit. C'était pas je veux avoir ci ou je veux avoir ça, parce que de toute façon, avec mon argent, j'ai toujours tenté encore plus et je veux être ci et je veux être ça. J'ai toujours voulu être, par exemple, dans la musique. J'avais l'objectif d'être numéro 1, j'avais l'objectif d'être reconnu, l'objectif d'être performant, d'être meilleur chaque jour, d'être mieux plutôt que d'être bien. J'ai jamais pensé à être bien. Et même plus j'en parle avec des amis qui sont plus performants que moi aujourd'hui dans le trading ou même dans la musique à l'époque, je remarque que les champions, ils sont animés par le meilleur pour être, pas le meilleur pour avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui se dit « Ah bah tiens, à tel stade, j'arrête, tu vois. J'arrête quand je suis mort. » Ouais, je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que... Parce qu'il y a quand même une compétition aussi dans le rap. Être le meilleur, tu viens de le dire. Est-ce que la transition, et on va y venir petit à petit lors de cette interview, mais tu as senti que l'ego qui se trouve dans le rap t'a apporté plus d'inconvénients dans le trading, sur le fait de vouloir avoir raison, de performer, ou au contraire je pense que déjà, je l'avais déjà subi entre guillemets dans la musique, c'est-à-dire qu'à un moment je faisais un type de rap et puis j'ai commencé à faire d'autres choses et directement en France on aime que tu sois dans une case et dans le trading en fait c'est pas malheureux, je pense que c'est normal, mais je suis aujourd'hui en train d'essayer de bâtir une crédibilité, de faire comprendre aux gens que je vois pas ça comme un plan sous. Moi, j'aime vraiment le trading et je suis pas là pour. Je suis là pour performer. C'est-à-dire que moi, c'est la performance qui m'attire. Avant tout, ouais, c'est vraiment la performance. Tu sais, ce truc de 9 ou 9,5 traders sur 10 sont perdants. Moi, j'adore ça. Moi, c'est stimulant, c'est clair. C'est extrêmement stimulant. Ouais. Tu vois, par exemple, là, au moment où on enregistre, on est le 8 ou 9 juin. C'est ça. Pas de bêtises. La semaine dernière, tu vois, jeudi dernier, quand on touche les 3403 sur le gold et que nous, on le short alors que tout le monde est à l'achat et que je vois plein de gourous qui disent « Ouais, buy gold » et qu'on est en train d'éclater le marché dans le sens inverse et qu'on est dans ces 0,5%, je kiffe. C'est ça qui te fait plaisir. Ah ouais, bien sûr. Le truc de... La performance. Ouais, performance. Ah, tu sais, par exemple, quand on a des membres, donc tu vois, le soir, on va faire le récap gains et pertes, on a un canal gains et pertes, tu vois, pour voir un petit peu ce qui se passe, aiguiller quand il y a des pertes, parce qu'il y a des pertes aussi dans le trading et il faut en être absolument conscient. Et ce qui va m'attirer, moi, le plus, ça va pas être l'argent qu'ils ont gagné, c'est les pips qu'ils ont fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, le pourcentage qu'ils ont fait, les risk-rewards qu'ils ont fait, je regarde beaucoup plus les trades comme ça. Par exemple, il y a des gens qui vont m'envoyer des trades où ils ont gagné 1005 ou 2000 euros, mais ils prennent des lots de 1,5 sur le gold avec des comptes à 500 $. Et je leur dis, vous êtes en train de faire de la merde. De se surexposer, clairement. C'est de la merde, totalement. Ouais. C'est nul. Je préfère largement celui qui a gagné 30 $, mais qui a fait des mouvements de 150 pips sur le gold avec des lots de 0,01. Ouais. Là, on discute. Là, on est sur une giga performance. Ouais, et je respecte beaucoup plus cette performance-là que la performance de gain d'argent. Moi, c'est la performance financière, c'est la performance vraiment de trading qui m'attire. Ouais, en termes de mouvement, de rendement. De mouvement, en termes de R, tu vois, nous, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus espionner l'imprimante, ils sont choqués, nous, on ne prend pas de SL de plus de 25 ou 30 pips sur le gold. Ouais.
ça n'existe pas. Alors que je sais que tous les autres, c'est du 100, 150 pips de SL, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup, oui. Ouais, Sur des gros mouvements swing, ouais, etc. tu vois, on va te dire, même pas swing, même sur des entrées, des scalpings, ils disent, ouais, on est sur une série de 80 trades gagnants. C'est normal. Si Oui. tu te manges un SL, Oui, tu vois, oui, tu vois, le RR, il est de 1.10. les Tu gens- vois. ouais. Non, même pas 1.10, 0,10. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ils ont un SL comme ça, ils ont le TP. Bah, forcément, tu TP 9 fois sur 10. Bien sûr. Par contre, si tu SL, tu grilles le compte, quoi. Tu SL, tu Parce grilles que le tu compte. te surexposes. Ouais. Ouais, De ouf. ouais, je vois complètement. Alors là, bon, c'est le côté passionné, on est déjà dans le trading. On va essayer de se refocus. Alors, assez rapidement, est-ce que tu saurais nous expliquer les raisons, tu vois, les raisons qui t'ont amené progressivement dans le trading, tu vois? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avant que tu fasses ton annonce officielle, il y avait certains, tu vois, certains indices. Alors, je sais pas si par exemple le son TP, c'était une allusion. Non, le son TP, Itoro- c'était temps plein. C'était, Ok, ouais, mais peut-être, tu vois, ouais, le double c'était pas sens. le TP de Take Profit. Ok. Ouais. On sait jamais, tu vois. Je me dis, pourquoi pas. Après, il y avait le son Itoro, Ouais. évidemment. Mm. Donc, Très mauvaise plateforme d'ailleurs. avec du recul, tu regrettes ou pas? Ouais, sûr. À l'époque, c'était bien, mais c'était pour faire rimer taureau, taureau et taureau. Ouais, ça passe bien. Ouais. Donc, il y a eu quelques allusions quand même dans ton parcours vis-à-vis du rap. Comment s'est faite la transition? Comment aussi tu as assumé cette transition? Bah, la transition, on va dire, quand est-ce que j'ai commencé le trading? J'ai dû commencer en 2020-2021. Où, comme je pense n'importe qui dans le cycle crypto, je suis venu par FOMO et je me suis fait éclater, ce qui est Ouais, de ouf. le chemin classique. Et à l'époque, je commençais à comprendre en fait que la crypto, c'était une mécanique de hype dirigée par des pauvres. Et on était dans un game d'insider trading où nous qui reprochons la mécanique mise en place par les institutionnels de Wall Street, quand on nous donne les mêmes ingrédients dans les mains, on fait exactement la même chose, voire pire. Ouais, tout à fait. Et donc, j'avais compris ce truc de meme coin. À l'époque, on était sur Shiba, etc. Et je comprenais en fait que les gens comme moi qui ont raté le train, s'ils viennent dans la crypto, c'est pas pour devenir un cypherpunk et avoir une divergence par rapport au gouvernement mondial. On est dans la piraterie de on veut les trésors. Et donc, les trésors, vu que Bitcoin, c'est fini, si tu regardes un peu One Piece, tu te dis que tous les fruits du démon, ils sont pris, bah, tu vas te rabattre sur les smiles. Et donc, les smiles, c'est les mêmes coins. Ouais. Et j'avais fait un album qui s'appelait Nick le Casino 2. Et au moment où je sors l'album, il y a quelqu'un sur Twitter, bah voilà, c'est la taquinade qui me critique dessus. Et je sais même pas pourquoi. Je dis, ouais, je viens en effet de vendre 2500 ventes en première semaine. Par contre, je viens de faire 280 000 $ sur Bonk. Et tu vois, on était à l'époque où les mêmes coins, c'était déjà appelé totalement shitcoin. Ouais, On n'avait même pas Daddy de Tate, on n'avait pas Mother, on n'avait rien encore de hype dessus. Et Bonk, c'était le début avec Bonkbot, etc. Et donc, ça a attiré les gens, tu sais, du CTFR. C'est parce que du coup, on parle de quelque chose qui n'est pas juste ouais, je m'y connais en crypto, est-ce que vous connaissez ETH? Tu vois ce que je veux dire? On parle d'un truc un peu plus deep. Et donc, ça a commencé à interloquer les gens. J'ai eu plein de gens qui sont venus me parler, etc. Et comme j'avais déjà une portée publique dans la musique et que le trading, c'était ma sous-culture de passion que j'exposais pas, enfin, le trading plus la crypto et tout ce qu'il y a autour, du coup, petit à petit, j'ai commencé à en parler publiquement, à me diriger. Et comme je suis quelqu'un d'assidu, le fait que j'en parle en public, bah, il y a tout de suite eu ce truc de vouloir performer. Et donc, quand j'entendais des choses intéressantes, par exemple, je me suis retrouvé à une espèce de conférence crypto où il n'y avait que des Russes. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a que des Russes et tout? Et ils parlent tous de tonnes. Tu vois, quand on parle en anglais avec eux, ils parlent de tonnes, crypto de Telegram, etc. Oui. Et à l'époque, elle était à $1. Tu vois. Elle a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois qu'elle est autour de 4,50 ou un truc comme ça. Okay, ouais. Mais au moment où j'en parle, elle est à $1. Et sur juillet 2024, on est à $8 le tonne, tu vois. Et donc, des petits trucs comme ça qui ont fait que ça a performé. Bien sûr. Comme j'avais un gros compte Twitter, j'ai été contacté par la team du coup, pas Bonk, mais Ponké, qui était au tout début, qui m'ont proposé justement d'avoir une allocation de 10 000 $ dessus pour en parler. J'ai fait ma faire marketing. Ouais, exactement. Ouais, donc en fait, tu as été même builder dans le Web3, pas juste spéculateur. J'ai été KOL, on va dire. Et du coup, je fais ma due diligence, je vois que le truc, il fonctionne, tu vois, je vois qui y a derrière, etc.
il me donne 10 000 $. Moi, je sors à x5, je suis déjà très content. Bien sûr. Mais le truc, il fait un x600 derrière. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. T'avais exit avant, du coup? Non, j'avais rien exit. J'étais sorti à x5. À Ouais. x5, tu vois, ils m'ont dit, ouais, vous pouvez vendre et trucs. Moi, je vois que les gens, ils sont tous, au moment où j'en parle, tout le monde est en bénéf magnifique. Il y a assez de liquidité pour qu'on soit tranquille. Oui, ouais. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant à ce Incroyable. moment-là. Ouais. Ok. Et donc, oui, alors pour revenir sur le tweet que tu expliquais, donc en gros, si je résume, là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit, qui juge les ventes que tu as effectuées. Ouais. Qui se moque. Mais ouais, qui se moque. Enfin, c'est le jeu, ouais, c'est le jeu. Et toi, tu arrives en mode, ok, certes, mais il y a ça aussi. Moi, je ne me résume pas qu'au rap. Exactement, c'est ça. Mais moi je trouve ça super intéressant parce que c'est ce que je te disais en privé. Moi, par le passé, en tant que jeune, j'ai aussi voulu faire du rap. J'ai toujours écrit des textes, je suis allé en studio, etc. Bon, j'ai rien fait dans le rap, tu vois. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte il y a besoin d'oseille un peu pour faire du rap. Payer les beatmakers, les sessions studio, les mix, ça coûte une blinde, etc. Et donc, naturellement, moi, c'est comme ça que je me suis orienté vers le marché financier et plus spécifiquement le trading. Ok, d'accord. Et pour suivre d'assez près le monde du rap, c'est un monde qui est impitoyable. Tu vois, les gens, ils n'ont aucune pitié avec toi. Je trouve que le trading / crypto a tellement une connotation négative dans le regard public que la force, tu vois, la force de caractère que ça requiert d'interrompre une activité, un secteur d'activité qui est impitoyable pour aller vers quelque chose qui, toi, te passionne, mais qui est vraiment jugé, c'est énorme, tu vois. Qui est vraiment jugé, qui est connoté, et en plus, le truc qui est incompréhensible pour les gens, c'est que moi, j'ai critiqué les gens qui parlaient de trading, oui, etc. En plus, bien sûr, mais je l'ai critiqué très, très fort. Et aujourd'hui, en fait, avec l'imprimante, plutôt que de critiquer les autres et de rentrer dans un truc de il n'y a que des clowns, etc., je veux, parce que c'est ça qui est magnifique, moi je rappelle à nos équipes, je leur dis le marché il parle toutes les langues et c'est mathématique. C'est-à-dire que si on est plus performant que les autres, il y a un moment où ça va se voir pour de vrai. Et ça, c'est extraordinaire. Donc en vrai, plutôt que de rentrer dans une critique des autres, ils sont tous nuls, bah non, il faut que nous on s'améliore et qu'on devienne meilleur. Et même dans l'imprimante, tu vois, il y a des gens qui viennent, comme je venais de la musique, etc. Tu as un public qui n'est pas éduqué financièrement et des fois qui n'a pas les moyens. Et ils vont me demander, tu vois, ouais, il faut que je m'en sorte, truc. Et je leur refuse l'accès de l'imprimante parce que je sens que c'est dangereux pour eux. Ouais. Déjà, tu es exposé financièrement, psychologiquement. Et le trading, je pense que tu le sais, si tu n'es pas éduqué, tu vas voir qu'en 30 secondes, tu peux faire un gain extraordinaire. Et du coup, tu te dis, si en 30 secondes, je peux le faire, en 2 heures, je fais 100 fois plus. Possiblement, oui. Ce qui n'est absolument pas vrai. L'exécution, elle prend 30 secondes, mais le mouvement pour qu'il décolle, pour qu'il parte comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est si t'es Puis après, il y a aussi la psychologie. Est-ce que tu vas tenir le truc Est-ce que tu vas savoir t'arrêter aussi? Est-ce que tu vas savoir t'arrêter? C'est ça. Ça, c'est des thématiques qui sont super importantes parce que cette transition, tu l'as annoncée officiellement en mai 2024, si je ne me trompe pas. Ouais, par là, oui. Quelque chose. Je me suis renseigné. On essaie de bosser un peu. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, quand je mets en opposition à mon parcours, je ne suis pas en train d'essayer de refléter ma réalité sur... mais quand je mets en opposition avec mon parcours, c'est la rapidité avec laquelle tu atteins la rentabilité. Dans quel état d'esprit tu t'es mis? Est-ce que c'était du grind? Est-ce que ça a lissé pour toi? Comment ça s'est passé? Non, c'était totalement ça. C'était lock-in. C'était c'était vraiment lock-in. C'est-à-dire que, tu sais, on dit il faut 2 ans pour devenir rentable en trading. Ouais. Chose que j'entends parfaitement. Mais ça dépend, c'est les 2 ans à qui. Si c'est les 2 ans de monsieur tout le monde qui travaille de 9h à 18h, ça lui laisse une demi-heure. Et encore, il faut qu'il ait l'effort de le faire, tu vois, par jour. Moi, entre guillemets, je suis retraité de la musique. J'ai des rentes qui tombent par rapport à ça. J'ai rien à foutre de mes journées. C'est-à-dire que quand je me passionne pour un truc, le temps que quelqu'un va passer à scroller, moi, je le passe à dévorer du contenu, à comprendre. Et comme j'ai toujours réussi à vulgariser ou simplifier les choses, du coup, tu sais, comme on dit, la sophistication extrême, c'est le fait de pouvoir simplifier. Oui. Et donc, j'arrive à... Exactement. Et donc, j'arrive à comprendre un langage sophistiqué. Ce langage, il est sophistiqué. Pourquoi? Pour que les gens qui le comprennent puissent communiquer de manière plus simple entre eux.
C'est-à-dire que nous, par exemple, on va dire un BOS, un MSS, un CB, un BZ, etc. Parce qu'on comprend tout de suite. Plutôt que de dire un BOS, un break, à chaque fois qu'on va parler, on va pas dire un break of structure, un market structure shift. Ah, j'ai utilisé le relative straight index. Tu vois, RSI, MSS, BOS, retest sur breaker block, retest sur BB, on sait de quoi on parle, tu vois. Mais ce langage, quand tu arrives à le simplifier à des gens qui ne connaissent pas, quand tu leur expliques que par exemple un swing high, c'est le plus haut d'une bougie, avec 2 bougies en dessous, ça forme comme un sommet sur une montagne. Et donc, ça peut, tu vois, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Et en fait, pour revenir à ta question, la rentabilité, elle est venue dans une urgence où en fait, comme j'étais très arrogant, il a fallu que tout de suite, j'apprenne plus vite que tout le monde. Bien sûr. Et j'ai fait des erreurs qui sont beaucoup plus grosses que n'importe qui. Tu vois, j'ai perdu plus de $500 000 au début pour comprendre le trading. C'est-à-dire ma formation, elle a été chère. Ouais, très cher. Ouais, très cher, ouais. Pour ma part, c'était $30 000. Heureusement que j'avais pas plus à ce moment-là, mais ouais. C'est énorme, tu vois. C'est énorme. Bien sûr. Mais à ton échelle ou à mon échelle, ça représente des sommes qui sont extraordinaires. Exactement. Bien sûr. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit. Là, l'explication qu'il vient de nous donner, c'est un truc que j'arrête pas de vous dire tout le temps. Les gens pensent qu'on met en effet 3 à 5 ans pour devenir rentable. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Parce que la rentabilité, c'est avant tout une question de méthodologie, pas de temps. Tu peux aller à la salle de sport, tu te dis, j'ai pas de biceps. Ton coach, il te dit, fais du squat 5 fois par semaine. Ce n'est pas une question de temps. Tu vas pas prendre de biceps, c'est une question de méthodologie. Donc, si toi, tu t'es lock-in, tu t'es dit, je vais travailler ça comme un ouf et en fait, je vais essayer de réitérer et d'accélérer la rapidité à laquelle je fais des erreurs pour pouvoir journaler, revenir sur mes pertes, etc. Tu as condensé et compressé toutes ces datas-là, en gros, si je résume, oui, c'est ça. Pour pouvoir aujourd'hui atteindre la rentabilité que tu mets en avant, tu vois. C'est ça. Et moi, ce qui est trop marrant, c'est que dans le trading, en fait, ce qui me... Tu sais, on dit, mais en fait, tu sais, quand tu fais des pertes et tout, tu dis, j'aurais dû faire tout le contraire. Il y a un moment où en fait, j'ai commencé à faire tout le contraire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a rendu rentable, c'est de regarder où est-ce qu'elles étaient mes entrées. Et souvent, elles étaient sur des OB, tu sais, parce que tu regardes YouTube ou l'OB. L'OB, c'est magique. Ouais, exactement. Je me suis dit, mais il pète souvent l'OB en fait. Et j'entends cette phrase qui dit, on ramasse pas un couteau qui tombe. Ok, d'accord. Donc le couteau, il est censé être retenu par la table. Donc entre la table et le sol, il n'y a rien. Et je vais me mettre juste en dessous de la table. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je faisais avant de je cherche cette zone de rebond en buy limit, maintenant je suis en sell stop. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est smart parce que tu as compris la liquidité. C'est marrant parce que dans Smart Money Concept, il y a Smart Money, donc déjà c'est ultra égocentré, c'est en fait moi je comprends ce qui se passe. De ouf. Moi ça me rend ouf ce truc-là. Les traders les plus rentables qui existent resteront et sont des retail. Tu vois, qu'on le veuille ou non, des mecs qui ça font fait des du bien d'entendre ça. Parce que j'en peux plus des institutionnels. Tu vois, moi, je suis désolé. Alors là, on va aller. Je sais que je vais me faire insulter. Et de toute façon, j'ai l'habitude. pour moi, ce ne sont pas des traders, ce sont des caissiers. C'est-à-dire qu'il y a un portfolio manager. Passe les ordres, là, achète du charbon, achète ci, fait ça, et ferme ta gueule. Il n'y a pas de trading directionnel. Le seul qui a fait du directionnel, c'est Kerviel. Ils lui ont tous tombé dessus. Et je connais plein de traders institutionnels qui rentrent dans le monde du retail. Ils sont perdus. Parce qu'ils font du trading de dispersion, trading d'options. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. On nous dit, les CFD, c'est pas du trading. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Déjà, arrive à être rentable avec tous les bâtons qu'on te met dans les roues en CFD. Parce que vraiment, le trading, c'est un parcours du combattant. Tu as la psychologie, tu vois, toute l'analyse technique à maîtriser, les termes, les acronymes que tu viens de lister. La psychologie, j'en parle même pas. Les brokers, le spread, les commissions, le slippage. Les propres firmes, j'en parle pas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ouais, c'est tellement un parcours du combattant qu'aujourd'hui, les gens qui osent dire que le trading CFD, c'est pas du trading, ils ont rien compris, quoi. Et je trouve que même je conseillerais aux gens d'aller faire des propres firmes ultra shady. Pourquoi ? Pas pour gagner de l'argent sur la propre firme, juste pour conditionner son esprit à travailler dans des règles ultra drastiques. Ok, ouais, je comprends. Sur les propres firmes qui vont te dire 3% de drawdown journalier, tu ne traites pas les annonces économiques, tu fais pas ci, tu fais pas ça. En fait, à un moment, ces règles-là, c'est comme quand tu parlais justement de sport, tu te fais mal au cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu le reconstruis aussi, ton cerveau. Si tu as l'habitude de trader qu'en fonds propres et tout, et que malheureusement, 1 ou 2 fois, tu as été en drawdown monstre et tu as réussi à te récupérer, tu vois, tu as beaucoup plus l'habitude que
ton compte, il a jusqu'à 100%, que de respecter un money management strict avec ce truc des 5% ou 10%. Alors que si tu crames 1, 2, 3 propres firmes, ça t'éduque, bizarrement, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que tu peux revenir dessus, essayer de comprendre. Tu es dans un environnement qui t'éduque. Bah, c'est comme beaucoup de gens savent conduire, mais passer le permis, c'est une chose complètement différente. Tu vois. Et pour conduire sans être dangereux pour les autres, il faut passer le permis. Ouais. Tu vois. Sinon, conduire, juste conduire, bah, au premier, c'est dès le passage, tu te prends une voiture. Alors, ce serait quoi pour toi le permis des marchés financiers? Parce que je suppose que tu ne penses pas à l'AMF. Tu vois? Je pense pas à l'AMF, mais d'un autre côté, je pense que les diplômes sont gages de confiance. Et quoi qu'il arrive, dans ce que j'aimerais performer, parce que ça va pas s'arrêter à un groupe Telegram, je pense qu'il faut que j'aille un petit peu passer des diplômes. Intéressant. Ouais, ça m'intéresse, ça. De l'autre côté, je pense que le vrai permis des marchés financiers, c'est la rentabilité avec le plus petit compte possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour moi, tu sais gérer 500$, tu vas savoir gérer 1000, tu vas savoir gérer 10 000, mais si tu as éduqué ton cerveau à penser en termes de pourcentage. Ok, tu vas faire à chaque niveau de ton compte, par exemple de 500 à 1000, tu reprends une calculatrice de lot, même si ça fait juste 1 x 2, tu as besoin de voir les chiffres devant toi, tu te réécris des règles en termes de lot que tu peux te permettre pour rester dans un objectif de pourcentage. Et par contre, moi j'ai des amis par exemple qui ont qui ont de l'argent, qui ont des moyens, ils savent que je ne suis pas un menteur, que quand je parle de trading, ça m'intéresse, et ils me disent, bah, écoute, moi j'ai 200, 300 000 euros pour commencer le trading. Je leur dis, surtout pas. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme un restaurant où il suffit d'acheter du matériel et d'avoir des employés, et même si tu n'es pas bon cuisinier de base, si tu es bon businessman, tu vas réussir à faire ton truc. Là, il faut que tu apprennes. C'est tes compétences qui vont te payer. Donc, si tu as 200 000 euros et que tu veux les trader, avant de commencer avec 200 000 euros, il faut que tu saches gérer Bien 200 sûr. ou 500 euros. C'est exactement la même chose. Sinon, tu vas faire les erreurs de con. Et c'est ce que j'ai fait au début, tu vois. Ouais. Parce que je me disais 1% par jour, 1% par jour, sur 500 000, c'est intéressant. Ça fait 5 000. Ouais. Tu vois. Mais sur 500 euros, ça fait 5 euros. Oui, et les gens s'arrêtent à la somme et du coup, forcément, après, ils font n'importe quoi. Et dans les deux sens. Dans les deux sens. Oui, autant dans le gain que dans la perte, ça à c'est fond. sûr. J'ai remarqué assez tôt, moi, dans mon parcours, que le plus gros problème du trading, c'est que c'était tellement dopaminergique comme business model et tellement binaire que c'est un des seuls business models au monde, si tu regardes par rapport au e-commerce, au dropshipping ou que sais-je, où en fait tu peux avoir du résultat très tôt. Parce que vu que c'est pile ou face au début, quand tu n'as pas d'analyse technique, tu vas voir du bleu sur ton MT4. Entièrement d'accord. Et il y a des gens, vraiment, ils se sont mis mal à cause du trading parce qu'ils ont mis tout leur espoir dedans parce qu'en fait, ils ont cru en l'argent facile. Tu vois, Bien sûr. Ça, c'est un danger. Et même moi, tu sais, ce qui me fait peur, parce que dans l'imprimante, le modèle pour faire de l'affiliation, que tu proposes que de l'éducation, les gens ne le voudront jamais. Tu vois, ils veulent des setups, ils veulent des signaux de trading. Et donc, moi, je tiens un journal public, je partage mes setups dans le groupe privé. C'est comme ça aussi qu'on attire des gens. Mais moi, ce que j'explique aux gens, c'est que mon but avec l'imprimante, c'est d'attirer des traders vers l'imprimante et pas d'attirer des retail au trading. C'est complètement différent. Moi, je préfère avoir des profils comme toi parce qu'on a une communauté. Je ne suis pas juste en train d'envoyer des signaux. C'est-à-dire qu'on discute ensemble. On parle, on s'échange des indicateurs, on s'échange des choses, des conseils. C'est pas du tout un truc, je parle et vous vous taisez. Tu vois, on fait des lives, je connais les membres, je parle avec eux, on a un lien. Et dans ce truc-là, quand il y a des nouveaux qui arrivent et qui bénéficient justement de ces setups et qui font des gains de ouf, je suis obligé de passer en appel avec eux, leur rappeler que c'est une anomalie. Ouais, tout à fait. C'est pas la normalité. Attention les gars. Parce qu'il n'y a rien de pire que de tomber dans cette courbe de Denis Kruger. J'ai tout compris, je suis trop fort. Ouais. Et après, tu te fais éclater de ouf. C'est clair. Et surtout Valet de l'humilité. De ouf. Et surtout quand tu gagnes avec des mauvais trades. Et surtout dans le trading, quand tu dis c'est un parcours du combattant, c'est comme dans toute chose, il n'y a que les plus persévérants qui vont rester, tu vois. Tout à fait. Moi, je le vois, à chaque fois qu'on fait des lives ou quoi, on est 10% du groupe en live. Et le reste, je sais qu'ils vont se faire éclater un jour ou l'autre. Ouais. Mais on n'y peut rien. C'est la sélection naturelle qui s'applique au marché. C'est eux-mêmes qui décident. C'est eux qui décident. Ouais. Dire que tu sais qu'il y a un live, tu sais qu'il y a un truc. T'es pas intéressé par le trading, t'es intéressé par l'argent. C'est le problème. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Si t'es câblé argent, forcément, tu sais, c'est un peu la pyramide de Maslow. Ouais. Si t'es câblé argent, c'est un peu les besoins primitifs que tu vas chercher. Donc forcément, il y a les biais cognitifs qui vont avec.
Tu vas commencer à faire du FOMO, de l'overtrade, tu vas chercher à te rattraper. Ton cortex préfrontal, il est éteint, quoi. C'est l'amygdale qui prend le dessus et tu prends des décisions court-termistes as fuck, quoi. Et, ça, c'est clair que je l'ai remarqué avec beaucoup de traders. Ceux qui pensent à l'argent, c'est pas pour rien qu'on dit souvent que les zones cérébrales responsables de la réflexion vis-à-vis de l'argent sont les mêmes vis-à-vis de la mort. C'est parce que si tu es câblé argent, en fait, tu vas faire n'importe quoi par définition. Tu vois, c'est comme ça. Bien sûr. Toi, tu le vois s'appliquer au quotidien avec que ce soit tes élèves, tes étudiants. Dans tout. Après, moi, j'ai pas d'élèves à proprement dit, dans le sens où j'ai pas encore assez de crédibilité ou je pense d'expérience pour pouvoir me permettre de me mettre en professeur. Okay. Moi, mon rôle au sein de l'imprimante, c'est je suis l'élève cool avec qui on va au CDI. Ok. Tu vois. Ouais, c'est cool ça. Ah ouais, t'as pas compris ça en histoire, mais ça veut dire ça. Ah ok, d'accord, truc. Vas-y, viens, on va en contrôle maintenant. Ok, ouais. c'est ça. Tu te vois plus comme ça que comme un mentor. Ça. Non. Et je peux être mentor sur d'autres choses parce que j'ai 35 ans et plus d'expérience que pas mal de gens et j'ai fait beaucoup plus d'erreurs. Donc, je suis un peu le mec qui sort du champ de mine et qui vous dit attention les gars, jusqu'à la plage, là, sur cette dune ici, là, on a perdu une jambe ici. Là, j'ai enterré un mec, il y a des fleurs. Allez-y, continuez. Donc le coup, genre de conseil un peu plus ça. Je suis plus dans tout ce qu'il ne faut pas faire, vous inquiétez pas, je le sais. Et je pense que je suis toujours en apprentissage de fou. Par contre, il y a quelque chose aussi que j'ai compris en trading et qu'on ne nous dit pas du tout. Tu sais, on me dit beaucoup, sortez de votre zone de confort. C'est totalement faux en trading. Il faut s'en créer une. Ouais. Il faut s'en créer une, il faut se faire une chambre et il faut la décorer petit à petit. C'est-à-dire que si tu as des concepts qui marchent pour toi, il n'y a rien de pire que tu te manges 2-3 SL sur ces concepts-là et tu dis je change de stratégie. Ouais. Tu vois, il faut rester vraiment focus sur ce qui fonctionne pour toi, sur ce qui est agréable, ce qui est facile et continuer à plisser dedans et à travailler cette stratégie-là. Tu vois, ta chambre, tu mets une télé, tu mets un nouveau lit, etc. Tu fais que de l'upgrade, en fait. Ouais, ça reste ton environnement. Exactement. Que tu rends de plus en plus confortable parce que tu restes avant tout dans le même environnement, en gros. Exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que même je pense que toi aussi, dans ton apprentissage, à un moment, tu avais un graphique qui ressemble à rien. C'est-à-dire qu'il y a le RSI, il y a les order blocks, il y a les breakers, il y a tout, il y a les petites zones. Ouais, il y a Ishimoku et il y a la moyenne mobile en même temps. tu sais plus ce que tu vois. Tu sais. Mais alors, je sais pas si tu l'as remarqué avec les gens qui te suivent. Ça, c'est un sujet qui est intéressant par rapport aux graphiques qui sont surchargés. Moi, je dis souvent que le graphique d'un trader est le reflet de sa psychologie. Ouais. Et je le dis sans, tu vois, en toute humilité, je ne suis pas en train de dire que je suis devin ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je te le dis sincèrement, quand je regarde le graphique de quelqu'un, je suis en capacité de déceler ses biais psychologiques. Je comprends. Parce que ça se voit quelqu'un qui a un manque de confiance parce qu'il note trop de choses. Tu vois, il essaie de se rassurer par des éléments pseudo-rationnels et techniques, en notant des choses, des PD race, des order blocks, machin, qu'il comprend. Mais alors que les meilleurs traders que je connais, il y a 2 lignes horizontales et that's it. Hein. On se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Et même sur les PDRAs, il va tous les noter. C'est-à-dire qu'il y a les orders, il y a les breakers, il y a les mitigation, tu vois, il y a les reclaims, les trucs. T'es un météorologue du marché, tu vois. C'est-à-dire que tu peux expliquer ce qui s'est passé avant, mais tu peux pas voir ce qui va se passer après. Tout à fait. Parce que tout te dit tout et n'importe quoi. Ouais, et il y a un moment où il faut accepter. C'est vraiment, tu vois, moi, mon vrai chemin vers la rentabilité, ça a été le moment où j'ai accepté de mettre des stop-loss. Parce que j'ai compris que ça construisait mes trades. Et en fait, au début, comme tout le monde, je mettais mes stop-loss en réfléchissant à combien d'argent je suis prêt à perdre. Et après, très très vite, quand je te dis on se prend des SL de moins de 25, des fois même moins de 15, 10 pips sur le gold, qui est un marché ultra volatile, c'est parce que mon entrée, elle est très vite invalidée ou validée, en fait. Tu vois, et je l'accepte. Et je ne mets pas mes stop-loss par rapport à combien je suis prêt à perdre. Je mets mes stop-loss de manière graphique à où est-ce que ça invalide mon trade. Et ça change complètement la donne, tu vois. Carrément. Ce qui m'amène à une question que je voulais te poser, que j'avais notée. Est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation que l'industrie musicale, c'est un secteur qui est relativement volatile ou non? Ouais, c'est assez... ouais, bien sûr. Okay. Mais dans quel sens tu l'entends? Parce qu'en fait, moi, alors ça reste que ma perspective, vue de l'extérieur, j'ai l'impression que l'industrie musicale, c'est volatile. Les marchés financiers et le trading, c'est volatile. Ce qui m'amenait à la question qui était, d'où vient cet amour pour la volatilité, tu vois? Je pense que comme tout le monde, c'est la peur de l'ennui et de la monotonie. Et
par exemple, tu vois, c'est là où ça prouve aussi que c'est pas l'argent, entre guillemets, qui me motive pour ceux qui savent lire entre les lignes. Il aurait été beaucoup plus accepté pour moi de faire un commerce digital classique, type e-commerce. Et en plus, c'est des choses que je comprends bien. Mais même si les gains, bah, du coup, parce que ça fait du 1 + 1, tu as du stock, tu as des clients, tu fais du marketing, c'est pas la mer à boire. J'ai besoin d'avoir un truc qui est émotionnel, qui anime. Ouais. Et tu vois, beaucoup de gens vont dire que le bon trader n'a pas d'émotion. C'est pas vrai. Le bon trader, c'est gérer ses émotions. Et c'est une nuance énorme, en fait. Et je pense que, quoi qu'il arrive, on est des humains, donc notre génie réside dans notre intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle, elle fait que, justement, tu vas prendre des bonnes décisions et savoir contrer les mauvaises. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es quelqu'un de colérique de base que ça te donne le droit de tout régler par la violence. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois savoir que ça fait partie de toi, ton prisme émotionnel et que tu es sujet à la colère. Maintenant, comment tu le gères? Et quand tu apprends à le contrôler, tu deviens extrêmement fort. Mais savoir le contrôler, c'est être conscient. Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu beaucoup d'addictions dans ma vie. Ça va faire presque 2 ans maintenant que j'ai arrêté l'alcool. C'était en janvier 2024 que j'ai complètement arrêté l'alcool. Félicitations déjà. Merci. Et comment je sais que j'ai arrêté l'alcool? C'est parce que je sais que c'est une tentation omniprésente. C'est-à-dire que quand je sors avec des amis ou qu'on est invité dans des events crypto où c'est open bar, etc., il n'est même pas question de se dire « Ah, mais je peux boire un petit verre, ça va, tu vois. Un petit verre, c'est rien. » Parce que je sais qu'en fait, je suis en combat perpétuel. Et que croire que j'ai gagné et donc m'autoriser le coup de bah, je sais me gérer et tout, c'est pas du tout ça. Et c'est exactement pareil dans le trading. Ça m'a obligé à être rigoureux et à. Des fois, j'ai envie de rentrer. C'est comme tout le monde. J'ai envie de rentrer. Mais j'ai pas. Ouais. Mais j'ai pas mes confirmations. J'ai pas mon truc. Ça me l'interdit. C'est pas ce que je trade. J'ai pas le droit. Est-ce que tu pourrais dire du coup que, fort de ton expérience, de ton parcours, de cette libération vis-à-vis de tes addictions, en gros de la maturité que tu as construite au fur et à mesure des années, est-ce que selon toi ça pourrait justifier aussi l'atteinte de la rentabilité plus rapide, cette maturité, ce recul que tu as dans la vie? Je ne saurais pas le dire moi, mais peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que, tu vois, comme je disais aux gens qui veulent commencer le trading, il faut déjà être un minimum construit. C'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Tu vois, le trading, peu importe l'argent que tu as, si tu as une personnalité assez addictive, assez excessive, etc., ça peut te détruire comme construire le trading, tu vois. Tout à fait. C'est comme une salle de sport. Une salle de sport, tu peux t'y blesser aussi dans une salle de sport. Pour construire ton muscle, il faut le détruire. Et je pense que vraiment, le gros problème qu'on a eu sur l'industrie du trading en France, c'est le fait de faire croire que c'est un moyen de s'enrichir pour les pauvres. Pour être très clair. Tu vois, quand tu n'as pas d'éducation financière, ou en tout cas quand tu as des urgences de vie, et quand tu n'as pas les moyens, c'est absolument pas pour toi. Je dis pas que tu pourras jamais y venir, mais en termes de timing, c'est pas le mauvais timing. Ouais, c'est pas le moment. C'est pas le moment, tu vois. C'est pas le moment du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de chance à mes débuts parce que j'avais la mentalité un peu dégène de je travaille et tout mon salaire, je l'aurais investi dans des programmes, dans de la formation, sur des brokers, machin. Je considère avoir été chanceux, que ma débilité m'a rendu chanceux. Tu vois. Aujourd'hui, avec du recul, ça fait 5 ans que je suis dans l'industrie, plus ou moins 2 ans que je crée du contenu sur le sujet. Je me rends compte que les pires profils, ceux qui arrivent le moins, c'est ceux qui sont trop attachés parce qu'ils dépendent de ça. Et le problème, c'est que si aujourd'hui, tu n'as pas un confort financier, je reviens à la pyramide de Maslow, mais si tu n'as pas résolu les problèmes fondamentaux de la vie de chaque être humain, c'est-à-dire est-ce que j'ai au moins à manger dans le frigo, est-ce que je peux payer ma facture, etc. Qu'est-ce que tu vas foutre tes illusions dans le trading en pensant que ça va sauver ta vie, tu vois? Ouais, mais en fait, c'est dangereux à partir du moment où, tu sais, ça rentre dans un besoin alimentaire. C'est-à-dire c'est l'argent pour les courses, c'est peut-être l'argent de l'école du petit. Là, c'est l'argent du loyer, tu vois. Là, c'est ultra dangereux parce que même avec des gains et tout, tu deviens plus rationnel, tu vois. Tu réfléchis pas en termes de pips, tu réfléchis qu'en termes d'argent. Et du coup, c'est pas bon du tout. Et surtout, tu prends pas le temps de te former. Et ouais, t'es dans une illusion perpétuelle. Et c'est ultra dangereux, tu vois. C'est ultra dangereux. Ça, c'est un gros problème. J'ai vu beaucoup de pères de famille, notamment, que j'ai eu au téléphone, qui
Moi, ça c'est un truc qui me rend fou. Moi, je suis pas papa. Je suis assez jeune, j'ai 24 ans depuis quelques jours, tu vois. Mais le truc qui me rend pardon, le plus fou, c'est quand je vois des pères de famille qui ont comme valeur haute leur famille, leurs enfants, etc. Ça passe avant tout. Et qui disent bah, j'en suis à mon 15e challenge propre firme échoué, je peux pas offrir de cadeau à mon fils ou à ma fille pour Noël. Mais mec, ouvre les yeux. Tu vois, genre. Vrai, qui suis-je pour juger? Non, mais ouais, mais il y a un moment, il faut qu'il se réveille. Mais il faut qu'il se réveille. Enfin, je sais pas si t'es aligné avec ce que je viens de dire. Mais je suis désolé, on va encore se faire des ennemis. Marc Blatta chez Élise Busset. Quand elle lui dit, ouais, il y a un mec, il a cramé $30 000, etc., c'était ses seules économies. Il dit, mais c'est qu'un con. Mais il a raison. Mais je suis désolé, que ce soit, tu vois, Marc Blatta ou qui tu veux qu'il le dise, il a raison. Quand tu as $30 000 de côté, tu n'as pas le droit de les cramer comme ça dans un compte de trading. Donc oui, c'est une phase de con et j'espère qu'il a appris de ça. Tu vois, il y a un moment où, même moi, quand je crame $500 000, je suis un gros con. Mais c'est de réalité. Mais il y a un moment où justement, comment est-ce que j'atteins la rentabilité? C'est que je me rends compte. Je suis en train de faire de la merde là. Faut que je me réveille. Tu vois. Donc je repars tranquille. Et moi, ces $500 000 là, c'est pas l'argent qui va mettre mon petit ou ma femme à la rue, ou tu vois ce que je veux dire. Alors oui, ça va être moins facile que d'habitude parce qu'on n'est pas non plus à des vingtaines de millions d'euros où tu sais on perd 2-3% du truc, mais on a de quoi voir venir quand même et on a des rentes, on a de l'argent qui rentre. C'est pas quelque chose qui a détruit ma vie. Ouais. Et malgré que je sois très dégène, il y a un moment où il faut savoir faire la part des choses, tu vois. Je suis à 100% de mes 20%. C'est-à-dire que quand je fais faire un truc, prendre 7 par là, on y va à fond, mais il est hors de question de revenir piocher sur la part d'avant. Comment tu l'as vécu parce que j'imagine que ça s'est fait de manière partielle, t'as pas perdu 500 d'un coup sur un trade? C'est pas sur un trade, non pas sur un trade, sur une période. Et honnêtement, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que j'étais vraiment dans le revenge trading. Je faisais les mêmes coins en même temps. Et à un moment où il y avait tout. tout. Effet de levier sur eToro et même coin à côté. Tu dis, ça va passer. Tu dis, ça va passer et tu fais n'importe quoi de ouf. Et en plus, ce qui me rendait ouf, c'est que c'était vraiment l'over-trading et le revenge trading. C'est-à-dire que je commençais la journée super bien et avec un trade, mais je te jure, c'est un lot de 0,1, juste histoire de continuer à trader, j'éclate mon compte derrière. Parce que je le double en 0,2 et ensuite en 1, en 2. Ah ouais, Aucune maîtrise du risque management. De ouf. Et quand tu te manges une cascade de liquidation, tu vois, où tu as un vrai changement de structure de 400-500 pips, tu restes là de... ouais. Tu restes à regarder. Et surtout, en plus, quand tu cumules les trades et que tu es en appel de marge, etc. Et c'est des choses, en fait, où quand je te dis maintenant, par exemple, j'ai plus le droit de rentrer... je cumule plus les trades. Tu vois, par exemple, quand je fais TP1, TP2, etc., je prends des partiels sur un trade ouvert, un lot très maîtrisé. Okay. Et ça, c'est justement venu des props. De ouf. Et même, je trouve que les propres firmes, quand tu as un bon capital, en fait, tu utilises les propres firmes en leverage. Et ça, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'en fait, demain, tu as $10 000. Tu prends 8 comptes FTMO, 4 qui partent dans le rouge, 4 qui partent dans le bleu. Tu te retrouves avec 4 comptes à potentiellement valider. Tu en as 2 qui partent dans le rouge, 2 qui partent dans le bleu, vraiment en mathématiques, hein, tu vois. Tu te retrouves avec 2 comptes FTMO validés, et c'est extraordinaire. Si tu réussis pas à récupérer donc, les $8 000 que tu as mis même en un trade, ou encore une fois, tu as 2 comptes FTMO validés, tu en as un qui part dans le bleu, un qui part dans le rouge, et tu laisses celui qui part dans le bleu aller jusqu'à $40 000-50 000. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bah ouais. Après, je crois qu'il y a quand même des règles où il faut être smart, pas trader le même actif. Faut pas le faire qu'avec ton compte. Faut avoir faut être smart, des frères, des sœurs. Ou des gens qui n'ont pas le même nom de famille. Tu payes, tout se fait. C'est clair. Ok, mais... alors, par rapport à ça, je sais déjà ce que les gens vont dire. Ils vont dire, ouais, ils sont bien gentils les deux. Ils disent que c'est stupide de se lancer dans le trading si on n'a pas d'argent. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Et le trading me passionne. J'ai envie de faire ça. Je ne vois que par ça. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Quelle serait pour toi la suite logique? Parce que toi, comme tu l'as très bien dit, tu as eu des rentes via la musique. Donc, une forme de cash flow qui arrive de manière récurrente, qui te permet d'aborder le trading avec une forme de lâcher prise. Qu'est-ce que tu conseillerais à monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas forcément lancé un business en ligne, qui est employé, qui a beaucoup de charges,
pour s'offrir la possibilité d'arriver dans le trading en étant prêt. Rentre dans un groupe de trading. Je te dis pas rentre dans l'imprimante. Il y a plein de groupes extraordinaires, des gens qui vont être dans l'éducatif, etc. C'est simple. Va voir des traders qui parlent de graphique, qui ne parlent pas de maison ou de montre ou voilà. Pas des traders qui font des arrivées de bouteilles en boîte de nuit et on n'a jamais vu un seul graphique. Ça nous intéresse pas. Prends un compte démo. Même si tu veux pas faire de dépôt chez un broker, surtout tu peux faire des free trial challenge, etc. Et bah, tu prends mieux que l'argent, tu prends du temps où tu te consacres à ça parce que le trading, c'est passionnant. Et tu es sûrement dans la meilleure démarche pour pouvoir le faire que quelqu'un qui n'y va que pour l'argent. Forme-toi, fais-toi un petit journal de trading, backtest sur 1 ou 2 mois, vois ton bilan sur 1 ou 2 mois. Et quand tu vois que justement, bah tiens, sur 50 ou 100 trades, bah, il y a un ratio quand même win rate RR qui est intéressant, donc win rate risk reward qui est intéressant et que tu arrives à faire quelque chose, mets 300 ou 500 euros que tu auras économisés qui ne vont pas impacter ta vie, parce que je suis désolé, ça par contre, personne ne peut me dire le contraire. Tout le monde est en mesure d'avoir 300 euros ou 500 euros aujourd'hui sur une période de 3 ou 4 mois. Ouais. Si ce n'est pas le cas, c'est très très compliqué en fait. Ouais. Et... Bah, c'est qu'il faut remettre son centre de priorité en place. Ouais, mais... Parce que si tu es incapable de trouver 500 euros sur 3-4 mois, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, c'est que tu n'as pas envie de le faire. Ouais, je pense que c'est très très chaud. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment que tu es au salaire minimum et que je pense que tu n'as pas la mentale même pour aller au trading. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des moyens à faire des heures sub. Moi, je sais, je l'ai fait. J'ai bossé quelques temps chez McDo. Bon, par contre, mon salaire McDo, il était directement retransitionné chez FTMO. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Tu vois, c'était McDo, FTMO, je grillais des challenges. Mais bon, je me suis éduqué comme ça, tu vois. Mais donc, tu t'éduques de toute façon dans la pratique. Oui. Tu t'éduques dans la pratique. Clair. Et donc, c'est pour ça que je leur conseille, quoi qu'il arrive, à un moment de passer en réel. Et 300, 500 euros, pour moi, c'est des capitaux minimum pour commencer le trading. Tout à fait, ouais. Et justement... c'est dans le réel que tu vas te former, tu vois. Mais je pense qu'il faut que tu acceptes que tu as un pain noir à manger comme tout le monde et que le chemin, il n'est pas tracé et facile et qu'il y a des étapes à avoir. Et si tu es vraiment passionné par le trading, il y a un moment où tu ne sais pas pourquoi, mais tout va s'aligner et ça va aller, en fait. Ouais. Parce que je trouve que c'est... Contrairement, par exemple, au football, qui va quand même requérir du talent naturel, plus énormément de travail par-dessus, sur le trading, je trouve que ceux qui travaillent sont beaucoup plus récompensés que... C'est vrai. Je ne connais pas des gens qui sont naturellement talentueux en trading. Je pense que quand tu as un gros QI, déjà, bah, les décisions elles vont plus vite parce que les calculs ils vont aller plus vite, tout va aller plus vite parce qu'il y a un timing aussi dans lequel il faut prendre les trades. Parce que tu peux le voir, le PDRA ou quoi, mais si tu n'exécutes pas dans... Tu vois, il y a un moment où l'instinct aussi, c'est justement qu'est-ce qui est resté dans ta carte mentale et qui va aller tout de suite dans l'action plus que dans l'observation. C'est-à-dire que même si tu es dans 80% d'observation, par exemple, tu sais, on prend beaucoup l'exemple du sniper, mais un sniper qui vise comme ça et qui tire jamais, bah... Oui, c'est pas un sniper, en fait. C'est compliqué aussi. Il a juste l'arme du sniper. Exactement. Mais il a pas l'aura, oui. Et même souvent, ce que j'explique aux gens sur ce truc du sniper, par exemple, hier, j'étais en live et je leur donnais cette métaphore que je vais essayer de te réexpliquer. Je leur disais, en fait, les gens parlent beaucoup du sniper dans le sens où il est précis, mais reprenez bien ce que c'est un sniper. C'est quelqu'un qui va rester 72, 96 heures assis dans une tour. À rien foutre. Ouais, exactement. À rien foutre, avec des snacks, à observer, à se cacher, et qu'une fois qu'il va tirer, tout le monde va le voir. Et qu'il y a très peu de munitions aussi. C'est ça qu'on oublie de préciser, c'est-à-dire que quand tu es un sniper, tu as très peu de balles. Donc c'est bien d'avoir des entrées sniper, mais il faut comprendre encore une fois ce que c'est. Ouais. Bah, c'est vrai que le scalping, on pense que c'est un truc où en fait, tu te connectes un peu quand tu veux. Et c'est la méthode la plus simple, alors qu'en fait, non... c'est ce qu'il y a de plus difficile, le scalping. Le plus patient, bien sûr. Le plus patient. Ce qu'il y a de plus difficile, parce que si tu prends de manière juste technique, tu as beaucoup plus de travail à faire qu'un mec qui est en swing. Un mec qui est en swing, il va regarder ses HTF, il voit qu'il y a un immense crash en H4 sur un actif qui a fait déjà ses preuves, comme là, quand on a eu Trump qui a pété un câble, qui a 10 trillions. Tu as 10 trillions qui disparaissent, tu vois ce que je veux dire, du Nasdaq, etc. Frérot, t'as pas besoin d'avoir réinventé la poudre pour savoir qu'il faut que tu te repositionnes à 17 500. Tu vois, t'es en swing, il y a bien un moment où ça va remonter à 19 000 ou quoi. C'est l'économie américaine, mon grand, réveille-toi.
Tu vois, ça va pas s'effondrer. C'est juste là, et comme dans tous les crashs, Ouais, voilà. ça va C'est repartir. un retracement. Exactement. Pour- Mais maintenant, quand tu es en scalping dedans, tu dois trouver ton entrée de manière fractionnée et être beaucoup moins gourmand et être beaucoup plus serré dans les marges de manœuvre avoir que un tu plan de autorises. sortie aussi en termes de partiel. Bien sûr. Ouais. Après, ce qui est compliqué en swing, c'est la gestion justement des commissions, etc. Parce qu'en fait, quand tu vas prendre des gros lots sur des swings, chaque jour qui passe, tu as des commissions qui passent. Et quand tu te retrouves des fois sur un range de 40 ou 50 jours, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, c'est vrai. Alors parfois, le swap peut être positif. Ouais. Il peut être dans ton sens. Ça régale. Si tu as vraiment un trade swing, parce que parfois, ça peut être positif. Au contraire, ça peut te faire gagner de l'argent jour après jour, juste de conserver un trade, notamment sur les indices. Donc, bon, après, moi, je suis pas un profil swing. Je préfère un trader, mais oui, c'est important ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre ça en considération. Je voulais revenir sur la courbe de l'effet Dunning-Kruger dont tu parlais, qui est un concept que j'adore. J'arrête pas d'en parler souvent à travers mes vidéos. Alors, juste pour récapituler, pour les gens, en gros, tu me dis si je me trompe, la courbe de l'effet Dunning-Kruger, elle met en relation le niveau de compétence avec le niveau de connaissance par rapport au temps. Et généralement, quand on démarre un nouveau secteur d'activité, on prend très rapidement confiance. Vu que la courbe de connaissance, tout va vite, on prend très rapidement confiance. Et puis au fur et à mesure, on va traverser des difficultés. Donc dans le cadre du trading, une série de stop-loss, etc. Puis la confiance, elle va diminuer alors que nos compétences évoluent. Oui, et totalement. ensuite, l'idée, la phase la plus difficile, c'est de traverser un plateau de consolidation. Donc reprendre en confiance à mesure que tu prends en compétence. Donc toi, dans ton parcours, comment cet effet Dunning-Kruger s'est traduit? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Tu vois, un parcours où tu as vraiment vu l'oscillation? Moi, la première phase en fait qui fait que je pète un plomb sur le trading, j'avais déjà fait des belles performances en meme coin et je commençais à trader les mêmes coins dans le sens où je me prenais pour un trader. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je faisais, j'appelais ça la technique du fossoyeur. En fait, un meme coin qui va être à 200K par exemple de market cap, ce qui est rien et beaucoup dans les meme coins, je vais attendre qu'il arrive à 15K de market cap sur les trucs que je sais qu'ils vont pas tenir. Et je vais rentrer fort, c'est-à-dire en mettre 5-6 sols à 15 ou 16K et ressortir à 30 ou 32 parce que je sais qu'à 15K, il y a des gens qui sont en dessous et qui vont, tu vois, tu as des espèces d'order block, des ordres qui sont placés là et je ne savais même pas tous ces concepts-là, tu vois. Ok. Et donc, je faisais des x2, mais vraiment par toutes les 2 heures, tu vois, sur des 5-6 sols comme ça et je m'amusais. Et à un moment, je commence à entendre parler du trading et tout. Et je me dis, ah ouais, mais le trading, c'est un peu plus sérieux. Je mets 100 000 $ sur un compte en fonds propres. Et je ne sais pas quelle période où je faisais aucune analyse fonda ou quoi. J'essaye le gold et je fais un trade en lot immense et je gagne 17 500 $ le temps d'un trajet d'ascenseur. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça a été la pire chose que j'ai faite de ma vie. Ouais, parce qu'en fait, là, du coup, tu as eu le... J'ai fait un pile ou face, en fait. Ouais. Il a été, tu vois, magnifique. Là, je close le trade et tout. Et en fait, je vois le gold, tu sais, quand tu regardes sur le graphique MT4, ça fait ça, ça. Et en fait, dès qu'il arrive ici, je rentrais à la vente. Dès qu'il arrivait ici, je rentrais à l'achat. J'étais en n'importe quoi. Ping-pong, pas de stop-loss, hyperventilation. Exact. Et n'importe quoi. N'importe quoi. Okay. Et donc, du coup, après, bah, forcément, ça marche plus. Bah forcément, au bout d'un moment, le marché ne va pas juste te donner comme ça. Les 100 000, ils partent directement à zéro. Je ne le dis pas à ma femme. Une journée, ouais. Je le dis pas à ma femme et tout. Non. Tu m'étonnes. Je reprends sur mes trucs de même coin. Même coin, pareil, ça part en couille. J'essaye de remettre sur le trading, ça part en couille. Le truc forcément de déni, tu te dis ah ouais, c'est de la merde et tout. Ils sont contre moi, ça marchera jamais. Ouais. Et en fait, j'aime tellement le trading que je commence à me dire mais non. C'est pas possible qu'il y en a qui réussissent, et je connais des gens vraiment qui gagnent énormément d'argent en trading. Toi, c'est pas que t'es nul, c'est que tu fais mal les choses. C'est sûr que tu fais mal les choses. C'est sûr que tu les fais mal. Ouais. Et je commence à m'intéresser justement. Je regarde comment ça s'appelle, les vagues d'Elliott, Wyckoff. J'essaye de comprendre des concepts. J'essaye de voir un petit peu ce qui correspond pour moi. Pendant longtemps, j'ai été sur le RSI, ça fonctionnait super bien. Et ensuite, j'ai commencé à rentrer dans des concepts ICT, SMC, CRB, tu vois. Et j'ai commencé à travailler sur ce qui m'intéressait vraiment.
Et comme de l'autre côté, j'avais déjà un Discord crypto, un canal public Telegram, mais vraiment orienté crypto, où je faisais pas d'affi, etc. Ça a commencé à intéresser les gens dans le trading. Je sais pas, c'est venu naturellement, des gens qui me parlent de trading, etc. Et comme du coup, c'est même pire que tu vois, où je suis un mentor ou quoi, je suis le dernier de la classe. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à mon canal, ils viennent par rapport à la personnalité Sadek dans la musique, et je suis moins fort qu'eux en trading. Donc il faut que j'apprenne. Ouais. Ouais. Au centuple. Ouais, exactement. Plus fort. Exactement. Performance. Ouais, de ouf. Comme tu l'as dit. De ouf. Et le trading, je sais pas si tu connais cet animé qui s'appelle Solo Leveling. Pas du tout. Ok, donc je t'explique Solo Leveling. C'est un monde où en fait les gens naissent avec des pouvoirs, et dès ils naissent avec ces pouvoirs, ils ont un niveau où ils deviendront jamais plus faibles ou jamais plus forts, sans s'entraîner. Ah ouais, ok. Et donc, le héros principal dans ça, c'est un mec qui est parmi les gens qui ont des pouvoirs, mais c'est le plus éclaté de tous. Et il se retrouve dans une épreuve shonen, etc., où lui, contrairement aux autres, il a la capacité maintenant de monter en niveau. Et pour ça, il doit faire des exercices, etc. Il a un système qui lui dicte ça. Et plus il monte en niveau, plus tout le reste reste pareil. Et en fait, dans le trading, je me suis rendu compte, c'est pour ça que je reviens sur ce concept de rentabilité, contrairement au poker ou contrairement à d'autres secteurs, plus tu deviens fort en trading, plus tu te bats contre le même ennemi. Le marché, il bouge exactement pareil que tu aies mis un lot de 0,001 ou que tu aies mis un lot de 15. Ouais. Pas la même chose. Ouais. Enfin, le marché, si, c'est la même chose. Le marché, c'est la même chose. Toi, c'est pas la même chose. Exact. C'est pour ça qu'on te parle d'intérêt composé, c'est pour ça qu'on te parle de compound, c'est pour ça qu'on te parle de... en fait, bootstrapper un compte de trading, c'est extrêmement difficile, mais quand tu arrives dans ces niveaux-là, du coup, tu peux prendre beaucoup moins de risques pour faire beaucoup plus d'argent et être beaucoup plus récompensé. Parce que quoi qu'il arrive, nos buts à nous, ça va être les gains financiers qu'on va faire en performant sur les marchés. Et c'est là où, en fait, plutôt que de continuer à cramer de l'argent, où j'étais dans une logique de martingale en me disant bah, si j'ai perdu 100 000, il faut que je remette 200 000, etc. Je me suis dit non, en fait, si j'arrive pas à gérer 100 000, je vais continuer en fait. Et je vais tout perdre. Il faut que je comprenne comment faire avec petit. Ouais, ça c'est important. Comment c'est petit pour ensuite scaler tranquillement sans se mettre la pression. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est casino, que ça va se faire facilement. Ils font un edge. Ils font un edge autant sur le côté technique que sur le côté psycho. Alors, tu parles beaucoup aussi des concepts techniques que tu as développés au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu saurais aussi nous expliquer comment tu as bâti un edge plus mental parce que moi, je pense que... Alors, tu nous as parlé des addictions. On a aussi suivi... Enfin, moi, j'ai suivi ça parce que c'est un truc qui me touche tout particulièrement. Ça fait longtemps que je suis dans le sport. Ta perte de poids, etc. Ça, c'est vraiment des choses mentales que tu peux dupliquer et mettre en corrélation avec le trading. J'ai énormément de respect pour ça. Quels sont les déclics internes que tu as eu soit par le passé dans ta vie ou soit dans le trading qui t'ont permis, tu vois, de te forger un edge sur le mental quand tu trades en fait? En fait, tu vois, hier j'étais à Aquaventure à l'Atlantis et j'étais avec mon fils, tu vois, dans la rivière où tu as les bouées. Ouais. Et à un moment, je le vois flotter comme ça et je le vois sourire. Et à ce moment-là, je sais que je suis pas content, je suis heureux. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu sais, quand tu deviens père de famille, ta vie, elle va se résumer aux responsabilités que tu as vis-à-vis des autres. Et le trading, ça a été le dernier truc où j'ai pris justement cette émotion sans forcément faire de mal à ce que j'aime par rapport aux addictions que j'avais avant, etc. Et en fait, on est dans une société où on est tellement oppressé que tout le monde est à la recherche de liberté. Liberté financière, liberté géographique. Mais la plus grande forme de liberté, c'est l'anarchie. Autre chose qui ne rentrera jamais dans mes valeurs, c'est le libertinage. Et tous ces concepts qui viennent de la liberté, en fait, sont mesquins et destructeurs. Et je me rends compte que la vraie liberté, c'est d'avoir des règles que toi, tu as écrites, que toi, tu t'imposes. Parce que ton expérience de vie t'a montré que outrepasser ces règles serait extrêmement destructeur. Ouais. Tu vois, on est tous attirés par le feu. Demain, j'allume un briquet, tes yeux, ils vont rester dessus. Mais parce que tu sais que le feu, ça brûle, entre guillemets, ou en tout cas que c'est dangereux, tu vas pas mettre la main dedans. Ouais. Et donc, je pense que dans la vie, la vraie liberté, c'est d'être ultra rigoureux
par rapport à ce que toi, tu as décidé de respecter. Et donc, ce que, entre guillemets, je conseillerais à tous ceux qui sont en recherche d'amélioration, avant toute chose, posez-vous, prenez le temps de vous connaître. Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui vous anime? Et c'est quoi les obstacles qui font que, justement, vous n'êtes pas bien? Et c'est super important de capter. Par exemple, moi, ça m'a pris énormément de temps à sortir de la malbouffe. Ouais. Tu vois, parce que je suis un vrai gourmand. Mais trop se faire plaisir, au final, ça te rend malheureux. Mais il est important de conserver ce plaisir. Par exemple, tu vois, ça m'a aussi pris énormément de temps de ne pas trader le samedi-dimanche. Et aujourd'hui, je ne trade pas le samedi-dimanche. Et par exemple, j'organise mes semaines en fonction des journées de trading que je vais avoir. Là, par exemple, on est lundi matin, on n'a pas sur des annonces économiques majeures. Moi, ces annonces économiques majeures, NFP, tout ça, je vois ça comme la Champions League. Je suis obligé d'être sur le terrain, entre guillemets. Et donc, il y a plein de choses où je me suis mis des règles qui m'ont permis d'être rentable. Mais des règles toutes connes. On ne traite pas quand on est en famille. On ne traite pas quand on est en sortie sociale. On ne prend pas plus de 5 trades par jour. Tu vois, tous ces trucs-là, il y a un moment où, en fait, forcément, ça va déjà limiter la casse, limiter les fenêtres de tir que tu t'autorises, et donc tu vas être beaucoup plus sélectif. Et qui dit plus sélectif, dit forcément dans le temps plus qualitatif aussi. Vu que c'est ton plaisir. Bien sûr. Ça, c'est intéressant comme concept. Donc, la liberté, ce serait s'imposer ses propres règles, en fait. À 100%. Moi, je pense qu'il y a énormément de... Tu vois, par exemple, une fois, j'étais avec Guillaume Play au téléphone pour l'interview Légende. Oui. Et il me dit, voilà, on sait que tu as eu une conversion tu vois, dans l'islam. Est-ce que tu voudrais en parler, etc. Je dis, bah, Guillaume, je fais la blague. Je dis, moi, Guillaume, il n'y a pas de problème, mais je suis un musulman extrêmement radical. Il me dit, mais ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire et tout? Je lui dis, ça veut dire que je suis extrêmement tolérant. Et il me dit, mais tu penses quoi justement de la charia et tout? Je dis, je trouve que la charia, c'est magnifique, mais le problème, c'est que vous l'interprétez mal parce qu'elle voulait mal présenter. Dieu nous a donné à tous le libre arbitre en premier. C'est ce qui fait qu'on est humain et que, tu vois, quand tu as une spiritualité un peu accrue, tu as une différence par rapport aux anges ou aux esprits qui, eux, sont dans une obligation de voir et de croire et d'être dans le rôle que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas ce libre arbitre-là. Nous, l'être humain, on a ce libre arbitre-là. Donc, en vrai, l'obligation religieuse n'incombe qu'à celui qui croit. Et il n'y a jamais ce truc-là de, en fait, tu dois obliger les autres à quoi que ce soit. C'est toi. Tu crois, donc tu dois avoir tes règles spirituelles en fonction justement d'un dogme qui t'a été donné pour être dans le respect de ce que Dieu attend de nous pour ceux qui croient. Mais à aucun moment dans cette croyance-là, tu dois être dans une imposition par rapport aux autres. Oui. Ouais. Et c'est exactement la même chose dans le trading, dans le sens où tu as des règles et tu dois te les imposer à toi-même. Ça, c'est... Et chacun doit avoir ses règles. Ça, c'est très inspirant. Ouais. Donc, ouais, tu l'as appliqué dans le sport, tu l'as appliqué à ta vie de famille, tu l'as appliqué à la religion. Moi, le sport, j'ai pas envie d'y aller des fois. Et c'est quand j'ai pas envie d'y aller que j'y vais à fond. Ouais. J'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie. Mais je me dis quoi, il y a un ami à moi qui m'a dit ça et je trouve la phrase extraordinaire. La mauvaise séance, c'est celle qu'on ne fait pas. Tu peux aller au sport, tu vas moins performer, tu vas faire 4 exercices à la place de 6, ou tu vas pas faire ton tapis. Mais t'es allé au sport. 1 vaut mieux que 0. Exactement. Et donc, du coup, tu restes proche de cette rigueur, tu restes proche de ce que tu es en train de faire. Et même ce que je dis aux gens, n'ayez pas des objectifs à atteindre, ayez des objectifs d'habitude. Forcez-vous à vous obliger à avoir des habitudes. Ça change complètement tout. Parce que du coup, le résultat n'est qu'une conséquence du travail bien fait. Et donc, ce travail-là, c'est-à-dire avoir des habitudes, être dans une répétition, etc., ça va forcément t'emmener quelque part. Ça va forcément t'emmener quelque part. Et au début, quoi qu'il arrive, le résultat est toujours décorrélé de tes actions. Donc, l'habitude va forcément créer quelque chose de positif. Et c'est super important, de ouf. Quelles sont les habitudes, du coup, que tu conseillerais à monsieur, madame, tout le monde, ou alors même sans les conseiller, juste que tu appliques à toi-même au quotidien? Est-ce qu'il y a de la lecture, du sport? Ouais. Qu'est-ce que tu appliques? Moi, je m'oblige déjà à lire 20 livres... 20 livres. Par jour. 20 pages d'un livre par jour. Ok, 20 pages. Tu sais que c'est honnête, hein? 20 pages c'est par jour. Ça fait 600 pages par mois, c'est... Mais je trouve... c'est Non, cool. au contraire, je trouve ça très bien. C'est... Dans les standards, c'est 10 pages par jour, tu vois. Et encore, tout le monde ne le respecte pas forcément. Moi, vraiment, c'est 20 pages. Je m'oblige à pas toucher les écrans une demi-heure après, entre le moment où je me suis levé
Et le moment où je commence à toucher les écrans, c'est ma seule morning routine. Il n'y a pas de truc, je me mets la tête dans l'eau. Et Les glaçons, là. je me lève, je me douche, je prends un petit peu de temps pour moi. J'ai la chance d'avoir un beau jardin. Je sors, je me fais un café, mais sans écran. Tu vois, je kiffe un petit peu, etc. Ensuite, je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, parce que moi, je traite beaucoup la session asiatique. C'est une session que j'aime vraiment bien de ouf. J'aime vraiment bien de ouf la session asiatique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de fausses choses dessus où on dit, ouais, c'est une session calme et tout. Consolidation, machin. Ouais. C'est pas vrai. En tout cas, ces 3 derniers mois, la guerre Inde-Pakistan, le yen qui s'éclate, tout. Il y a eu beaucoup de choses à faire sur la session asiatique. Mais bref. Et déposer mon petit à l'école, ensuite aller au sport et après commencer à justement à faire tout ce que je fais par rapport au trading. Et je pense que vraiment dans ces habitudes-là, prendre soin de soi, prendre soin du sport est aussi quelque chose, comme je faisais de la musique, du coup, je n'avais pas d'emploi du temps dans le sens classique. Et ben, dans mes règles, en fait, il y a des choses qui sont là depuis le début et on ne réinvente pas la roue. Je me suis refait un emploi du temps classique. Lundi à vendredi, je travaille. Samedi à dimanche, je kiffe. Énorme. Énorme. Mais vraiment, mais bête. Par exemple, lundi à vendredi, bah regarde, c'est de l'eau, c'est du jus d'orange, je dois manger sainement, etc. Samedi, dimanche, tu me cherches, tu me trouves soit à l'Atlantis, soit dans le pire des fast-food de Dubaï. C'est bon, ça. Et en totalement assumé. Ouais. Parce que je pense que aussi, pour réussir à rester rigoureux, on a besoin de, comme une cocotte minute, de relâcher la pression. Exactement. C'est ultra important. Exactement. Moi, je veux pas ramener la conversation à moi, mais c'est juste pour donner un exemple. J'avais préparé une compétition de bodybuilding en amateur. Ok, lourd. Naturel. Incroyable. Expérience de ouf. Et en fait, c'est de la restriction absolue. C'est rigueur, discipline. En plus, moi, à ce moment-là, j'étais à fond dans le trading. Je venais d'arrêter mon job. Enfin, tout arrivait en même temps. Et tu te rends compte quand même que plus de temps tu passes dans la balance négative ou positive, peu importe, hein, mais plus ça va se rééquilibrer. Ouais. Quand tu arrêtes ta compétition, mais tu manges n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus une démarche de ok, je suis peut-être un peu moins dans la performance, mais je suis dans la constance. Exactement. Je m'autorise du plaisir, je m'autorise un peu, tu vois, de lâcher prise, mais je suis pas en mode ouais, non, c'est hors de question. Avant, j'étais très têtu, en fait, avec moi-même. Et même avec les autres, c'est invivable. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est intéressant, tu vois, que tu partages cette expérience. C'est-à-dire que dans tout, il y a un équilibre, tu vois. Ouais. Il y a un équilibre. Même moi, je trouve qu'un compte une journée de trading saine, c'est une journée où tu as perdu aussi. Tu vois. Ça fait partie du truc. Mais il ne faut pas que cette perte, elle te déborde. Et quand je parle dans une bonne journée, il faut aussi que cette perte, elle soit utile. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste de la probabilité qui n'est pas passée parce que rien n'est à 100%? Et donc, est-ce que ce trade, tu le reprendrais 100 fois? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux éliminer de ton edge parce que justement, il y a un moment où tu es sorti de tes clous? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des questions qu'il faut se poser quand tu es en live. Mon premier mentor, parce que moi, j'avais une relation à la perte qui était horrible. Je dis souvent qu'en fonction du profil, il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à la perte monétaire, d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles au ressenti de l'échec, tu vois, le fait de se sentir inférieur ou j'en sais rien. Moi, je sais que j'avais une relation à la perte qui me faisait me sentir pas assez. Je suis pas bon, je suis machin, un peu dans la performance finalement comme toi. Et à mon mentor, il m'expliquait, mais le win rate, on s'en bat les couilles, tu vois. Si tu as des gros RR, etc., tu es rentable. Et j'étais rentable, c'est ça qui est fou. Mais c'est que je me mettais dans un état où c'est comme si je me croyais pas, finalement, parce que je n'avais pas raison suffisamment de fois. Et donc, comme ça, je lui pose la question, comment est-ce que tu fais pour avoir une relation si saine avec la perte? Il me dit, mec, c'est très simple. J'ai changé les règles du jeu. En fait, j'ai tout le temps raison. Je dis, comment ça, t'as tout le temps raison? Tu prends bien des stop-loss. Ouais, mais parce que le stop-loss, la connotation que j'ai donnée au stop-loss, c'est plus une perte. C'est que finalement, est-ce que ce stop-loss respecte le plan ou pas? S'il respecte le plan, en fait, j'ai raison. J'ai juste appliqué mécaniquement mon modèle sur le marché. Incroyable. Et tu vois comment moi, ça m'a fait un switch. Ça, c'est Jedi, ça. Ça, il faut que j'arrive à ce niveau-là, tu vois. C'est incroyable. Tu changes la connotation, l'histoire que tu te racontes, la narrative vis-à-vis de la perte. Tu sais, c'est comme tout, le deuil, un deuil. Quand tu perds un membre de ta famille,
finalement, les faits n'ont pas d'importance, c'est l'histoire que tu te racontes autour de ces faits. Et je pense que c'est pareil pour la perte. Et c'est que c'est vrai de ouf, hein, tu vois. Par exemple, il y a un truc qui est perturbant pour moi aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas dans mes groupes de trading ou qui ne traitent pas, etc., vu que je suis une personnalité publique qui vient de la musique ou quoi, dès que je vais parler de trading ou quoi, je vais me manger des mauvais commentaires, etc. Et donc, cette perception-là, elle peut m'impacter à un moment où en fait, je me dis, mais j'ai même plus envie de faire de contenu ou truc, quoi. Mais de l'autre côté, ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est que les gens donc, qui sont dans mes groupes et qui travaillent avec moi ou qui font partie de l'imprime, ils vont venir dans les commentaires et ils vont répondre aux gens, etc. Il y a un truc, tu sais, contre-pouvoir qui s'est créé. Et parce qu'en fait, le plus important, c'est la réalité, mais la couche, ça va être la perception que les gens en ont. Et donc, tu vois, si tu remarques dans l'interview, par exemple, je t'ai pas dit sur la période où je perdais de l'argent, j'étais une merde. Je t'ai dit, je faisais de la merde. Ouais. Tu vois, et c'est très important déjà d'accepter quelque chose comme ça. C'est-à-dire que même quand tu fais des choses bien, t'es pas un bon. Tu fais des choses bien. Et l'état dans lequel t'es, il peut changer en fonction de ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Et donc, tu vois, ce qu'il vient de dire, c'est extraordinaire dans le sens où j'ai toujours raison parce que mon stop loss, il respecte le plan. C'est ça. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. La narrative, elle change et tu prends une grande bouffée d'air frais. Et en plus, franchement, c'est pas ça. Tu sais, quand tu acceptes justement de le manger le stop, est-ce que ça fait pas du bien de ouf de se manger un stop sur un 20 pips et un marché qui part chercher 200 pips au-dessus de ton stop? Ouais. Tu vois. Et t'es là, tu dis, bon, je suis sorti au bon moment. Ouais, c'est clair. Ça se tentait, je le retenterai 1000 fois. J'avais vu un IFVG, tu vois, truc. Je me suis raconté cette histoire, mon trade est construit, ça s'est pas passé comme ça s'est passé. Parce que des fois aussi, tu as vu, tu peux te raconter toutes les structures de marché que tu veux. Tu peux avoir Trump qui parle, Poutine qui envoie un missile, tu vois, Israël qui pète un plomb, ou au contraire un accord qui se crée entre la Chine et les États-Unis et qui invalide ton entrée graphique. Parce que même, on oublie beaucoup de choses, tu vois. Moi, c'est ce que je rappelle beaucoup aux gens avec qui on trade, etc. Je leur dis, notre problème à nous, c'est qu'en fait, comme on spécule sur le prix, on oublie beaucoup le fondamental, c'est-à-dire que qui achète, qui vend, pourquoi. Des fois, c'est pas plus bête que ça. Tu vois ce que je veux dire? On sait que l'or est une valeur refuge de ouf. Ouais. Tension dans le monde, guerre qui va exploser, or qui explose. C'est normal. On arrive dans une période de vacances, des accords qui se créent, un président qui accalme les choses, or qui baisse, prise de profit. T'es très connecté fondamental. Moi, je suis très fondamental, ouais. Ouais. C'est un truc qui te passionne. Ouais, bah en fait, le trading, c'est venu de ça. C'est-à-dire que on traite des actifs en fonction de ce qui se passe dans le monde, pour moi. Donc, c'est intéressant. C'est important de voir ça. Ok. Baa.com, Tradays, je suis beaucoup dessus. Ouais. Je te dis ça parce que je suis pas du tout, en toute objectivité, je suis pas du tout connecté sur le sujet de la fonda. C'était même un truc qui me cassait plus ou moins les couilles à mes débuts. Ouais. Moi, j'étais un peu matrixé par la compréhension technique. Donc, j'ai grandi avec ça. Mais la fondamentale, c'est plus anecdotique pour moi. Ah, c'est intéressant, il y a ça qui rentre en confluence. Ouais, j'ai pas trop développé cette casquette-là. Moi, c'est un peu le contraire dans le sens où, en fait, pour moi, l'analyse technique permet de trouver les entrées. De vraiment, là, pour le coup, définir le billet, mais de manière graphique. Et en fait, ce que je rappelle à tous ceux qui s'intéressent au trading, c'est que notre graphique n'est qu'une retranscription de la bataille perpétuelle entre vendeurs et acheteurs. Et à un moment, qu'est-ce qui va faire que les vendeurs ou les acheteurs vont prendre la main? C'est le contexte fondamental dans lequel on va être. Ouais. Et par exemple, Bitcoin, quand on explose les derniers ATH, et c'est pas un très bon exemple Bitcoin parce que pour le coup, c'est un marché qui est ultra manipulé et manipulable. Mais quand on explose les 73 800, ça vient directement avec l'élection de Trump. On est en c'est vrai qu'il y a une corrélation. Tu vois. Et pareil, quand le Dow et le Nasdaq, etc., ils s'éclatent par terre, c'est parce que tu as Trump qui arrive avec un tableau et qui dit on va mettre les tarifs, etc. Et là, tu peux avoir toute l'analyse graphique du monde que tu veux, l'analyse technique que tu veux. Ça respecte ce qui se passe. Ça te donne le biais, oui. Et j'ai même l'impression, tu vois, j'en parlais avec un ami, je crois qu'il s'est rendu compte de l'impact qu'il avait sur Bitcoin et qu'il s'est dit, mais en fait, cet impact-là, je peux l'avoir sur tout. Et moi, je pense qu'il a fait cracher le marché exprès. Okay. Je pense qu'il a fait cracher le marché exprès pour ses potes et qu'il a dit, vas-y les gars, c'est discount.
C'est les soldes, les gars. Il y a une vidéo de lui dans le bureau ovale. Et il dit, oh, I love this guy. He made 3 billion yesterday. 3 billion, right? Il a racheté un peu d'actions et tout. Il a fait 3 milliards hier. Voilà comment il parle. Mais il est génial. Il s'est dit, attends, Bitcoin, là, ça a explosé. Pourquoi? C'est moi qui en ai parlé? C'est quoi les trucs dans la crypto? Memecoin, on va faire un Memecoin, tiens. World Liberty Finance, et après, on a fait le Trump. C'est des malades. Ouais, je te jure, c'est des... Mais tu sais que quand il a fait le Trump, il a mis un tampon sur tous ceux qui avaient fait des memecoins, genre Iggy Azalea, la meuf Hookta, tout ça. Ouais, c'est bon, tranquille, je l'ai fait. Il n'y aura personne qui ira en prison ou quoi. En plus, il a viré Gary Gensler. Il est sur les côtes de Powell. Tu vois. Très, très chaud. Ouais. Et même si tu penses que la fonda, ça n'a pas d'impact, pourquoi est-ce que quand Powell il parle, en fonction du ton qu'il a, tout de suite tu vois le marché? Ouais, c'est clair. Parce que justement, je reprends ta théorie là-dessus. C'est que, comme tu l'as dit, le graphique, c'est juste le reflet de la psychologie humaine sous forme graphique. Et donc, moi, je vois pas un EVG comme un déséquilibre. Je m'en fiche de cette histoire-là. Je vois juste un EVG comme... T'as remarqué ou pas sur les charts YouTube que les Inducements, ça marchait? T'as remarqué ou pas? C'est très drôle, ça. Tu vois, c'est très, très gaulerie. Et en fait, je me rends juste compte... La bougie d'Inducement, ouais. Elle donne le ton. T'as une prise d'Inducement, ensuite t'as un high, quoi. Et bah... Quand parfois on s'amuse avec des amis qui font aussi de la création de contenu dans le trading, à regarder nos courbes et tout, et ces règles-là s'appliquent à tout type de situation. Donc moi, ma théorie, hormis le côté fonda, où je suis évidemment d'accord que ça rentre en compte, c'est juste que ces principes-là d'inducement, de EVG, en fait, ça existe dans tout. Tu sais, c'est un peu comme la fractalité qui s'applique à tout, dans l'architecture, dans les plantes. Pour moi, il y a des lois universelles qui s'appliquent au marché financier qu'on ne peut pas expliquer. Juste, ça marche, on peut faire de l'oseille, alors go. Ouais. C'est comme ça. Moi, j'essaie de simplifier. Non, mais je ma comprends démarche. très bien. Les mathématiques et la fractalité, c'est super important. Ouais. De ouf. Trop. Et puis, c'est super intéressant parce que ça te permet aussi de sortir de ce truc de juste oseille. Tu es dans une démarche de compréhension proactive. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où en fait on y croit tellement qu'à un moment ça devient vrai? Parce qu'en fait, si on utilise tous, mais vraiment tous, les 0,618 sur Fibo, est-ce que c'est pas un niveau où il y aura toujours de la réaction? Parce que même algorithmiquement parlant, très possible. Les ordres sont déclenchés sur ça, tu vois. Mais du coup, ça devient de la liquidité aussi, à un moment. Bien sûr. Mais avoir une réaction, ça ne veut pas dire qu'elle va être extraordinaire et instantanée, mais tu sais que ça reste des POI ou des key level quoi qu'il arrive. Ouais, exact. Tout fonctionne sur le marché. Ouais. Tu peux acheter tous les jours un actif à telle heure et sortir au bout de 5 minutes. Je suis sûr que tu as moyen d'être rentable. Mais bien sûr. Mais moi, par exemple, un truc que je fais vraiment en ultra scalping, c'est des STR sur des OB non touchés. Alors, c'est quoi STR? C'est short term reversal. Ok. C'est-à-dire, mais quand je dis short term reversal, pour moi, c'est 1 minute ou 2 minutes. C'est-à-dire que, par exemple, le gold, il va avoir un OB daily ou H4 sur une zone à 3270. Ouais. J'ai un ordre qui est là et qui va rester même pendant ces 2 semaines ou quoi. Je sais que quand on va toucher les 3270, je vais avoir une réaction de 30 pips. Ok, tu anticipes le swing high ouais. en fait. Je sais que sur cet OB-là, quoi qu'il arrive, la première fois qu'il sera touché, il y aura une réaction de 30 pips. Ouais. Ou de 40 ou truc. Mais moi, je ne vais même pas chercher les 40 ou 50 ou on me dire tu prends ton on repart, etc. Et là, on fait un MSS. Non. Je vise juste cette petite réaction parce que c'est normal. Il y a de la liquidité là, ça repart à l'achat. Donc, de 70 à 72,5, je vais mettre un lot de 10. J'ai fait $2500. Je suis très content. Ouais. Tu vois? Très smart ce que tu dis parce que si tu regardes, si on part du principe que le trading, tu vois, c'est de la liquidité, tu as ton order block qui est là. Toi, tu rentres directement, donc tu prends le mouvement. Sur un OB qui n'a jamais été touché. Qui n'a jamais été touché. C'est très important. Et les gens, eux, ils vont attendre leur breaker block, leur MSS, et ils vont attendre leur ITS. C'est trop tard. La liquidité, elle est créée, ça va sauter. Ouais. Alors que toi, tu rentres là où tout le monde tu vois, est frileux à l'idée de rentrer. Non, je rentre. Et ça, c'est du trading. Je rentre, tu comprends la liquidité, tu vois. Je rentre et si je me fais exploser, je me fais exploser. Mais par contre, moi qui trade vraiment tous les jours, peut-être 4 à 5 heures par jour, il y a toujours même tu vois, par exemple, je dis à mon groupe, quand le trade a été pris, ne prenez pas le train en marche. Parce que, tu sais, nous, on est contents. Donc, par exemple, quand on vend le gold à 3403,
On est à 370. Go 3345, c'est la prochaine zone. Ça ne veut pas dire que toi qui n'es pas rentré à 3403, tu dois rentrer à 3370. Tout à fait, ouais. Tu vois, parce que sur ces 3370, il y a déjà 330 pips qui ont été faits. Et il y a sûrement de la liquidité à ce moment-là, sans même la regarder. Il va y avoir une réaction. Ça va remonter à 3374, 75 avant de recontinuer son mouvement. Ouais. C'est jamais des lignes droites. Oui, ça sert à rien. Ouais, tu te dis pas. En fait, tu te payes sur le mouvement. Un trader, c'est quelqu'un qui se paye. Contrairement à un analyste qui est là pour déterminer les réactions, jusqu'où les potentiels où ça peut aller. Un trader, tu t'en fiches de prendre un mouvement de 10 pips. Mais je m'en fiche. Si tu as pris 6-7 R, Mais ouais. c'est bon. Mais ouais. Tu vois mais même surtout, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, peut-être que mon mouvement de 400 pips, j'étais en lot de 0,8 parce que je vise un gros trade, etc. Et peut-être que sur mon mouvement de 15-20 pips, là, je vise quelque chose où je me mets beaucoup plus en danger, mais pour avoir une réaction courte, instantanée, et qui va avoir lieu. Tu vois, vraiment, 90% du temps, ça passe. Tu vois, je ne vois pas un OB qui est traversé en entier pour la première fois où il est touché. C'est très rare. C'est très, très rare. C'est après une à plusieurs réactions, généralement, qui se fait sauter. Mais vraiment, là même, on peut regarder un graphique, même sur MT4 ou enfin sur TradingView, ce que tu veux. On passe en daily ou en H4 ou quoi. Les OB qui n'ont jamais été touchés, il y aura de la réaction. Et même ceux que tu vois en daily, tu les vois pas en M15 ou quoi, parce que et c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens. Plus la time frame est haute, plus l'indication graphique est puissante. Et donc, quand elle n'a pas été touchée, par exemple sur Bitcoin, on a une zone qui n'a pas été touchée et qui existe encore aux 66 000, 68 000, tu as un OB et tu as des ordres qui sont encore là. Si on y arrive, il y aura une réaction. Alors peut-être que ça ne sera pas de 66 000 à 100 000 instants, mais de 66 000 à 69 000, tu sais que tu vas l'avoir, cette réaction. Ouais, carrément. À un moment, c'est juste logique. Et peut-être qu'après les 69 000, Bitcoin ira à 40 000. Ça, c'est pas un problème. Le truc, c'est de voir dans les key levels qu'est-ce qui peut se passer. Et moi, j'aime beaucoup moins maintenant jouer les rebonds que les expansions de marché. Ok. Très intéressant pour les gens. Par exemple, là, tu vois, sur Bitcoin, ça va faire 1 mois et demi que j'ai pas envoyé de trade dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a pris les 74 500 quand on était aux environs du 3 mars. Là, j'aime pas ce qui se passe, l'histoire avec James Wynn. Je sais pas si tu as suivi le trader d'hyper liquide qui s'est fait liquider 98 millions de dollars, qui a voulu montrer au monde entier que le marché est manipulé, mec qui vient des mêmes coins, qui a fait 3 millions en même coin en partant de rien, un mec, tu vois, comme nous. Et le mec, il est allé en leverage max sur les cryptos. Il est passé de 3 millions en public à 98 millions. Ah oui, c'est bon, c'est maintenant que tu parles de ça. Fort. Et le mec, il s'est fait liquider et tout, etc. Et zone que j'aime pas du tout. En fait, la zone des 102 000 à 110 000, j'aime pas du tout. Ça va être très surprenant pour les gens. Je suis capable de reprendre des trades à partir du moment où on a cassé les 112 000. Si on casse les 112 000, je lance un long parce que je sais que de 112 à 115, on va aller vraiment... de manière fluide. Vu que c'est un marché manipulé, on stop hunt tous ceux qui sont là. Mais de 102 000 à 110 000, je suis désolé, vous pouvez me dire... Alors, j'y comprends rien. Mais j'ai pas de visibilité sur le marché. Je vois rien. C'est vraiment là, tu me dis de prendre une Lamborghini dans le brouillard. J'ai pas envie. ça me tente pas. Ouais, t'es pas tiré par l'idée. Non, ça me tente pas. Est-ce que je regardais l'heure. Ah, je t'en prie. Est-ce que ça te dit de parler un petit peu de Dubaï ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, ça m'intéresse de savoir, en off, je te demandais depuis combien de temps tu es là. Est-ce que tu peux me rappeler 5 ans ? Ouais, ça va faire 5 ans maintenant. 5 ans. Donc, tu n'as pas forcément tenu à informer les gens publiquement, mis à part récemment, que tu habitais aux Émirats Arabes Unis. D'où vient ce choix ? Est-ce que tu es venu à plusieurs reprises en vacances, en amont ? Comment ça s'est passé, en fait ? En fait, je suis venu ici, donc la première fois, c'était en 2020, tu vois, et tout de suite... je suis tombé amoureux de la ville, comme dans toutes les villes où je suis arrivé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Rio avec ma femme, je suis avec elle depuis 2017. Donc, on a beaucoup voyagé. On a fait Rio, on a fait la Thaïlande, on a fait pas mal de pays en Europe de l'Est, etc. Quand j'avais des déplacements, elle venait avec moi. Et chaque fois que j'arrive dans une ville que je connais pas, on va s'installer. J'arrive à Istanbul, on va s'installer. J'arrive à Phuket, on va s'installer. J'arrive à Rio, on va s'installer. Et donc, Dubaï, je lui refais le coup. Sauf que je lui dis, cette fois, c'est sérieux. On va s'installer. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un décalage énorme avec la France, dans le sens
où je trouvais que j'avais l'impression d'habiter dans le futur, tu vois. L'impression de connaître le futur, toutes les applications, les services à disposition, etc. Et surtout, moi, j'ai été matrixé très vite par un livre qui s'appelait La psychologie de l'argent. Oui. Tu connais ce livre? Oui, tout à fait. Ouais. Et dedans, il y a un chapitre qui explique, tu vois, que nous, en tant qu'Occidentaux, on a tendance à croire qu'on prend les gens avec respect, sauf qu'on les prend avec complaisance. Par exemple, je te parle des working class de Dubaï, où tu sais, en France, on va beaucoup dire, oui, ces gens qui sont exploités, etc. Oui. Comme si ces gens n'avaient pas eu le libre arbitre de venir ici en quête d'une vie meilleure, comme nos parents qui étaient immigrés en France ont fait la même chose et ils se sont sacrifiés pour pouvoir obtenir mieux que ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Tout à fait. Donc, je pense que le vrai respect vis-à-vis de ces gens-là, c'est de ne pas les prendre avec condescendance, de les prendre avec un vrai respect humain. Exact. De les laisser faire leur job, de leur parler gentiment. Quand tu peux donner quelque chose, donne-le, mais ne viens pas dans un truc de limite, il faut que ça s'arrête, cet esclavage moderne ou quoi, parce que ça n'a pas de sens. Tu ne sais pas ce que ces gens-là traversent et tu ne parles pas avec eux. Dire ça déjà, comme tu l'as dit, c'est les traiter avec condescendance. Parce que tu estimes qu'ils ne sont pas à leur place, mais ils ont choisi d'être ici, il y a bien des raisons. Pour la plupart, évidemment. Il y a aussi des gens qui sont forcés, etc. Oui. Il y a de la saloperie partout dans le monde, tu vois, ça c'est clair. Mais il y a des gens qui viennent de pays en guerre comme le Soudan. Moi, je connais beaucoup de Camerounais ici, de gens qui viennent du Maroc, d'Algérie, etc. Ils ont le choix aussi d'aller en France. Déjà, Dubaï, c'est plus facile en termes de visa, etc. Et ici, je connais beaucoup de success stories de gens qui sont partis de rien. Je parle beaucoup avec des Pakistanais, des Sri Lankais. Oui. Tu vois, les messieurs du studio qui sont des gens qui travaillent pour des propriétaires, mais qui ont eu l'occasion de pouvoir upgrade en termes de vie. Exactement. J'aime beaucoup traîner aussi à Barcha, à Chikom, à Dera, etc. Parler avec les gens et tu te rends compte que, en fait, nous, passer de 100 000 à 1 million, à côté d'eux, on est des businessmen en carton. Tu vois, eux qui sont passés de peut-être 300 ou 400 roupies à réussir à construire des maisons, des trucs, etc. Tu vois. C'est clair. Moi, je vois ma nanny, elle me dit, voilà, ici, grâce à ce que vous faites, etc., j'ai pu construire une maison, mais je lui dis, c'est pas grâce à ce que je fais, c'est parce que vous êtes une malade mentale. Mais t'es tout de côté, tu vois, le sacrifice que tu fais, c'est ça. C'est beaucoup plus que te prendre avec condescendance. Je suis désolé, je te prends en inspiration. Tu vois, c'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé ces cartes-là. Moi, il m'a donné des cartes dans les mains et je vois que si c'était des cartes Pokémon, elles sont pliées, elles sont invendables. Toi, elles sont plastifiées. Tu vois, j'ai beaucoup plus de respect pour ce que vous faites que pour ce que moi je fais. Tu vois, je ne le vois pas avec condescendance. Et Dubaï, ça m'a beaucoup attiré aussi dans l'éducation et la sécurité. Comme ma femme était enceinte à ce moment-là, je me voyais vraiment élever mon fils ici. Déjà parce que anglophone, de deux parce que voyant les enfants de mes amis qui étaient déjà installés ici et des amis qui étaient beaucoup plus loin que moi dans le jeu vidéo, je me dis ok d'accord, donc c'est ça le dernier niveau, le vrai jeu. Et je vois leurs enfants et je vois la bienveillance, l'éducation, le truc, tu vois, je me dis ok d'accord. Dans ton dernier freestyle que tu as sorti justement, tu fais allusion à la situation de la France. Tu dis c'est plus possible, c'est trop chaud. Et c'est vrai qu'ici, alors moi c'est très récent que j'habite ici, mais j'ai remarqué qu'on a une vie sans problème, ça n'existe pas, on a toujours des problèmes, mais les Émirats Arabes Unis, ils ont une faculté, c'est que tu es dans une bulle, tu as l'impression que les problèmes du monde n'existent plus, tu vois. Tu regardes ça un peu avec du recul. Ouais, tu as l'impression que c'est de la fiction. Ouais, c'est ça, c'est de la fiction, tu es au cinéma... ça t'isole des problèmes à l'extérieur du monde. Après, certains diront que c'est pas bien parce qu'il faut être connecté et tout. Mais moi, je trouve que ça permet un focus. J'aimerais bien qu'il donne une leçon de normalité en fait au monde, dans le sens où pour moi, ce qui se passe ici, dans juste la bienséance, le fait de pouvoir exister. C'est-à-dire que pour moi, c'est la vraie définition de libertarien. C'est-à-dire que la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Une meuf, elle peut être en string ici, mais elle va au five. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et une daronne, elle peut se baigner en burqa. Mais il y a des plages pour femmes. Oui. Tu sais, dans ce truc d'infrastructure. Moi, les gens ils me disent, ouais, t'habites à Dubaï et trucs. Mais je leur dis, mais les gars, on n'a pas tous le même Dubaï. Il y a le Dubaï des sportifs, il y a le Dubaï des familles, il y a le Dubaï des fêtards, il y a le Dubaï des traders, il y a le Dubaï des mecs influx. Du e-com, le Dubaï des influx purs, il y a le Dubaï des travailleurs. Il y a 1000 Dubaï. Tu vois, c'est pas un truc, par contre, il y a un Dubaï pour tous, c'est fais pas chier. Exact.
Tu vois, qui que tu sois, fais pas chier. Sinon, dégage. Ça, c'est... Et je pense qu'en France aussi, malheureusement, tu vois, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, mais la France, elle subit aussi, la France d'aujourd'hui subit son passé colonialiste du côté des colons comme du côté des colonisés. Parce que, par exemple, quand tu es blanc et que tu as grandi dans le Luberon ou ce que tu veux, est-ce que ça te force à porter toute l'histoire de Pétain, de trucs, tu vois, des gens qui ont colonisé l'Algérie Est-ce que c'est toi qui as torturé des Algériens? Tu vois, non, mais c'est vrai. Il y a un truc où, en fait, on est dans quelque chose où on subit des choses qu'on n'a pas vécues et on est obligé de les porter avec nous. Et dans un truc où on n'arrive même plus à être patriote, à faire société, il y a à pas de faire fierté France. particulière en plus. Mais c'est honteux. Moi, par exemple, tu vois, un truc qui me dérange vraiment en France, c'est le fait de sortir un drapeau français et d'être vu comme un facho. Ça, je trouve que c'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Mais il y a que là-bas que c'est jugé. Enfin, après, je connais pas tous les pays du monde, mais c'est quand même une singerie qu'en France, le patriotisme est vu comme un acte de fascisme. Ouais, de ouf. Je trouve que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On a un putain de pays, comme je le dis souvent, c'est un super papier cadeau. Et même les actes d'intégration qu'on aimerait donner aux gens, on va attendre, par exemple, de quelqu'un qui est issu de l'immigration, on va considérer qu'il est plus intégré s'il mange du porc et il boit du vin que s'il va faire l'armée. Mais c'est quoi l'acte d'intégration Je suis prêt à mourir pour vous, les gars. J'ai signé. Qu'est-ce qu'on s'en fout que je bois du vin ou pas? J'ai signé, c'est moi qui vais au front, là. Ils sont où les conflits? Djibouti, j'y vais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un acte d'intégration beaucoup plus fort qu'un acte boire culturel, tu vois, qu'on que... attend dans l'assimilation. Je pense qu'on n'y est pas. Dans le dialogue, on n'y est pas. Et même, regarde, moi, j'en veux beaucoup à cette génération et à celle qui la précède. Cette génération, tu vois, leur dire, ouais, mais c'est des petits cons, les traiter comme des gremlins. Par exemple, quand je regarde la Foire du Trône, je suis dégoûté. Quand je regarde les célébrations sur Paris, je suis dégoûté. Mais plus que dégoûté du comportement, je suis dégoûté de ce qu'il veut retranscrire à travers ça. Tu rentres pas dans un Footlocker pour voler des chaussures par nécessité, tu le fais pour exister et c'est ultra malheureux. Tu vois, ce manque de confiance en soi qui fait croire que tu vas exister à travers ça. Ouais. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Tu vois, par exemple, il y avait un mec qui avait volé la casquette d'un joueur de foot sur les champs, Sacha Boey, et après, le mec, on le voit s'exprimer dans une voiture. Tu sens qu'il est complètement perdu. Ouais. Tu vois, ça va rien. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? La casquette, tu vas la vendre quoi? Allez, mettons, tu as fait l'embellie du siècle, tu l'as vendu 200 €. Ouais. 200 €, c'est quoi? C'est 4 flashs de Poliakov. Non, mais c'est 4 flashs de Poliakov, 3 McDo, un 50 balles de shit, ça y est, on est passé à autre chose. Tout ça pour ça. Tu vois, et le mec, les gens, ils veulent exister à travers des actes de merde comme ça. C'est éclaté, c'est devenu éclaté. Même ce truc de... sur les réseaux, là, sur TikTok, tu vois des gens qui font des blagues. Ouais, ça vient d'où? Ah ouais, j'ai vu ça. C'est quoi ça? Ça veut dire que tu vas angoisser les gens pour avoir un moment de gloire de 1 minute. C'est nul, c'est médiocre dans quoi on est tombé. Ouais, on est dans un truc mainstream où vouloir exister, comme tu l'as dit. Ça, c'est... Il y a vraiment une volonté de... Bon, après, on le voit, ça amène des choses positives, l'émergence de beaucoup de personal brand, de tout ça. Cette volonté d'exister, elle est normale, elle a toujours existé. Elle est normale, c'est clair. Ce qui est dérangeant, c'est les moyens. Parce que les gens les voient comme des raccourcis. C'est ça, exactement, les moyens. Et la fin ne justifie pas les moyens, je suis navré. Et en plus, tu vois, souvent, même dans la musique, je peux te donner un exemple, et dans les réseaux sociaux, je peux te donner un exemple, les gens oublient que tu peux être choquant en étant positif. C'est-à-dire que, par exemple, ce truc de ça vient d'où, là, tu vois, ces blagues-là, moi, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Monsieur Compliment sur les réseaux sociaux, et son contenu, il fait des 500 000, 600 000 likes sur TikTok et Insta, et son truc, c'est quoi? Il va vers les gens et il leur dit « Ah, monsieur, vous êtes très élégant aujourd'hui. » Ou madame, très belle robe, ça vous va ravir. Mais tu sens qu'il n'y a pas de foutage de gueule derrière. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais. Ça, c'est un bon truc, ça. C'est extraordinaire comme ça. Et même dans la musique, par exemple, quand on vient, on me dit ouais, est-ce que tu penses qu'il faut être absolument sataniste pour réussir, etc. Attends, on te dit ça? Ouais, mais je leur dis mais attends, c'est qui les plus gros vendeurs en France? Et ils vont me dire ouais, Booba, Maître Gims, c'est tout. Je leur dis bah non, factuellement déjà c'est Jul. Oui. Jul, t'as l'impression qu'il a pacté avec Lucifer. Ouais, c'est clair. Tu te demandes pas, Nekfeu, qui était un sacré vendeur de ouf. T'as un Nekfeu, il engraine la jeunesse dans le mal. Bah non, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Plus gros vendeur que Booba, que moi, que Niska, que qui tu veux, Orelsan. T'as déjà entendu un album d'Orelsan, Kaira, en mode on va tout casser et tout. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Ouais, c'est clair. Donc, en somme, Dubaï sous-côté ou sur-côté?
Je pense sous-côté encore. Ouais. Je pense sous-côté Je encore. suis d'accord avec Ouais. toi. Je pense sous-côté. J'y pensais la dernière fois, j'en parlais à un ami. Je disais, Dubaï, il est évident que c'est surcoté dans ce qui est mis en lumière, mais sous-coté sur la vie au quotidien de Dubaï. Je trouve qu'il y a des trucs surcotés. Des trucs, le Burj Khalifa, le désert, tout le monde a déjà vu ça, le jet ski, ça c'est surcoté as fuck. Mais par contre, la vie citoyenne, si on peut dire citoyen, mais la vie citoyenne d'ici, elle est sous-cotée. Moi, je me rendais pas compte. Je suis venu m'expatrier pour tout un tas de raisons, notamment le network, la fiscalité, mais beaucoup le réseau en réalité, tu vois. En fait, je me rends compte que la vie ici, comment elle est douce. Tu vois, elle est douce. Alors, j'ai eu des problèmes. Je me suis fait scam, etc. Bien sûr. Mais moi aussi, je me suis mangé un très gros scam. Ici, un scam légal, tu vois. J'ai payé des loyers pour un restaurant que j'avais pris à la Marina sur un truc de justement, tu payes à l'année pour avoir un petit avantage. Et ça a tenu 4 mois. Et le mec, au bout de 4 mois, il s'est barré avec la caisse. Avec la caisse. Mais comme il s'est barré du pays, du coup, tu peux rien faire, tu vois. Donc, tu peux entamer des démarches légales ou ce que tu veux, mais ça aboutira pas. Ça aboutira pas, ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est clair. Mais du coup, dans la vie concrète, c'est sous-coté. Moi, je trouve que c'est sous-coté de ouf. Moi, je trouve que c'est vraiment sous-coté, même dans un truc où, en fait, tu sais, on dit beaucoup que Dubaï n'a pas de culture, etc. Mais je pense que parce que les gens, ils recherchent pas aussi, tu vois. Par exemple, je sais pas si tu as entendu parler de Liwa, rassemblement dans le désert avec faucons, chameaux, mais surtout course de 4x4, anciens 4x4, etc. Je trouve qu'il y a des trucs de fou ici. Il y a des trucs exceptionnels. Et c'est un pays qui est jeune, hein. Surtout la ville. Bien sûr. Enfin, je veux dire, si pour avoir une culture, tu parlais de colonialisme, je vais y arriver tout à l'heure, si c'est pour avoir une culture dont on n'est pas fier, etc. Moi, je préfère être spectateur, tu vois, d'une culture qui est en train d'être née et d'être construite au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a des personnages historiques qui sont en train de bâtir des choses ultra importantes ici, qui vont, je le souhaite, servir d'exemple de paix pour le monde et pour beaucoup de pays. Donc, certes, peut-être pas culture, et encore que, comme tu l'as dit, je suis pas d'accord, mais au moins, ils sont en train de bâtir à une rapidité qui est folle. Ouais, bien sûr. Et puis même, on comprend pas quelque chose dans... Tu vois, quand on dit beaucoup, c'est la Suisse ici et tout. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un engagement politique qui est très fort et il se traduit par les actes pour le pays. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es un pays qui est en pleine construction et en expansion économique, il y a des sujets où dans le timing, tu es obligé de te priver pour arriver à la table des décisionnaires et avoir un impact différent sur justement les actes et avoir montré aux gens avec qui tu parles, parce que tu vois, tout Dubaï que t'es, c'est compliqué de venir à la table de la Chine, des États-Unis et de leur dire ouais, moi je pense qu'on devrait faire comme ci ou comme ça. Même si t'as raison. T'es qui? Moi, on est Dubaï, ça fait 400 ans qu'on existe. C'est différent. Là, on parle d'un pays qui a 40 ou 50 ans. Donc il faut lui laisser aussi, un pays, une ville telle qu'on la connaît. C'est ça. Qui trouve ses racines depuis justement l'ouverture du port de Dubaï, la fin du protectorat anglais. Beaucoup de gens ne regardent pas aussi l'histoire de Dubaï, ils ne comprennent pas, tu vois. Pour beaucoup de gens dans le monde, pensent que Dubaï vient du pétrole. C'est faux. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment... C'est quoi? C'est même pas 7% de leur richesse mondiale, c'est rien. Déjà, c'était des vendeurs de perles. Et ils se sont fait exploser par le commerce quand les Japonais ont pris le truc dessus. Et ils ont été dans une obligation de regarder les ressources qu'ils ont, c'est-à-dire rien, un désert et un endroit qui est quand même géographiquement bien placé pour le transit entre l'Asie, l'Europe et possiblement les États-Unis. Et c'est pour ça que l'aéroport de Dubaï est extraordinaire, parce qu'il dessert toutes les destinations où tu sens que c'est vraiment central sur le monde. Et de l'autre côté, pouvoir incarner une espèce de terre de refuge pour la matière grise mondiale. C'était ça le projet sur les 20 dernières années. Et c'est extraordinaire de l'avoir pris comme ça. Je veux dire, Pavel Durov, il est ici. CZ, il est ici. Je sais pas, il y a des gros talents. C'est de ouf. Mais parce que alors, je vais sortir des termes marketing, parce que j'aime bien comparer un pays à une offre. Et donc, ses citoyens à des clients, tu vois, potentiels. Tout pays a des lead magnets. Tu vois, des manières d'attirer de la clientèle. Bien sûr. Quand tu regardes la France et quand tu regardes Dubaï, ce qui attire, parce que l'immigration, c'est une richesse avant tout, mais ça dépend du lead magnet. Tu vois, quand les gens immigrent pour des raisons qui sont celles d'en France, et quand les gens immigrent ici pour tout rebâtir, construire, bâtir, charbonner,
ça donne pas le même résultat à la fin. Bien sûr. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? En France, le problème, c'est que le lead magnet, c'est le profit. C'est-à-dire, on vient pour profiter de, Oui, voilà. de la situation. On vient C'est pour ça. profiter d'un système qui est plus avantageux que nos pays. Et donc, t'as pas cette immigration comme celle de Dubaï, qui est l'immigration qui est là pour performer. Exact. Peu importe, hein, encore une fois, que ce soit les working class ou quoi. Après, attention, il y a les gens aussi qui, malheureusement, viennent de trop bas. C'est-à-dire qu'ils vont faire ici les chantiers, qu'ils vont faire, etc., où ils sont à la recherche d'une meilleure vie et des meilleures conditions que celles qu'ils ont dans leur pays. Et donc, eux vont pas être dirigés par la performance. Mais tout ce qui va commencer en classe intermédiaire, middle class, etc., on a tous un truc de on veut upgrade et on veut construire des choses ici. On veut participer. Et puis même, il y a quelque chose qui est quand même assez spécial, c'est qu'il y a un patriotisme émirati qu'ils inculquent aux enfants, même qui viennent d'autres pays ou quoi. Par exemple, moi, mon fils, il est à l'école avec beaucoup d'émiratis. Et le matin, il y a l'hymne national tous les matins. Ok. Et je le vois dans le... Peut-être hein, que c'est hypocrite ou quoi, mais dans le comportement qu'ont les parents avec nous ou avec les enfants, il n'y a pas cette distance. Tu vois, il n'y a pas de nous, on est émirati et trucs, etc. Ah, c'est bien ça. Je sens que voilà, chacun est à sa place. Donc oui, les Émiratis ont des avantages, etc. Et je pense que même c'est normal, à un moment, d'être chauvin et de préserver, entre guillemets, son peuple. Je pense que ça aurait été des choses qui auraient dû être faites même en France ou autre. J'aurais pas de mal à ça, moi. Mais il y a ce truc de... On fait société quand même, tu vois. Ouais. On fait société, on fait ville, ils sont très accueillants, très... Ça, c'est bien ça. Mm. Ouais, il garde ce côté, comme tu l'as dit, on est chauvin, on a une culture, etc. Il y a l'hymne, machin, mais ils sont dans l'acceptation d'autrui. Ouais, Ah, bien c'est sûr. vrai, ça crée une différence quand même. Et après, je pense que aussi ils sont dans quelque chose où ils préservent, tu vois, par exemple, les liens du sang, où ils vont vouloir se marier entre Émiratis, etc. Et ça s'explique beaucoup par le fait déjà que c'est un jeune pays et qu'ils sont peu nombreux. Tu Ok. vois, en termes de population et tout, c'est limite dans une nécessité de reproduction, tu vois. C'est-à-dire que si, par exemple, on était dans le monde animal et que les coccinelles commencent à copuler avec les abeilles et tout, il n'y aurait pas de problème, mais sauf si les coccinelles seraient beaucoup moins nombreux que les abeilles, pour le coup. Oui, Non, un truc ok. de limite, c'est de la survie aussi, tu vois. Il faut qu'on continue à avoir des générations qui arrivent. Que l'espèce puisse survivre et continuer à Ça va être perpétuer. très chelou, tu vois, pour les gens qui vont faire semblant de ne pas comprendre, mais c'est un truc que tu vois que je comprends. Moi, je pense que à un moment, par exemple, quand la France, t'es un pays, tu vois, qui a aujourd'hui plus de 2000 ans d'histoire facile, il est normal que le métissage soit quelque chose d'accepté, de répandu, etc. Oui. Les Émirats, les gens oublient beaucoup. C'est un pays qui n'existe pas depuis plus de 100 ans. Et ils sont quand même plus ouverts que certains pays. C'est ça qui est dingue. Bien sûr. C'est que si tu regardes la chronologie, c'est pas le bon timing pour eux d'être ouverts. Ouais, bien sûr. Et pourtant, ça apporte une certaine richesse. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment avant-gardistes sur beaucoup de choses. Moi, c'est ça qui m'a plu ici. C'est quoi qui t'a le plus plu ou choqué ici en venant, où tu t'es dit, ah ouais, je reste? Ouais, c'est Safe Place. Mec, et pourtant, moi, j'habite une petite ville de France. Hein. J'habite pas Paname, Marseille ou j'en sais rien. Moi, j'habite Vichy. Donc, tu parlais de Pétain. Donc, j'habite Vichy, il y a rien. Donc, c'est à 1 heure de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, on va dire que c'est la plus grande ville. J'ai traîné aussi un petit peu à Lyon. Mais tu vois, je suis pas dans des grosses villes. Et pourtant, si je dois me balader seul le soir ou avec ma chérie ou quoi que ce soit, putain, mais je regarde derrière, quoi. Tu vois, t'es un peu parano. Et ici... Tu te poses pas de questions. Ouais. Je sais pas, il y a un lâcher-prise avec des éléments ostentatoires. Tu peux porter une montre. Tu vois, ça veut pas dire que tu te la pètes. Ça veut pas dire que tu vas te la faire péter. Tu vois ouais, bien sûr, je comprends très bien. Ouais. Moi, c'est ce truc-là, c'est... je veux être dans un endroit où je me sens safe. Parce qu'un endroit où tu te sens safe, c'est un endroit où il n'y a aucune friction mentale. Un endroit où il n'y a aucune friction mentale, c'est un endroit où tu charbonnes et donc tu peux printer. Je suis entièrement d'accord. Et malheureusement, on a trop pris comme si c'était la normalité de vivre dans l'insécurité permanente, tu vois. Et moi, ce qui me rend ouf, en fait, c'est que on va parler comme des enfants de cours de récré. Demain, la France, ils se battent avec les Émirats. La France, ils éclatent les Émirats. Ils les désintègrent. S'il y a une guerre, on va arrêter de se mentir 2 secondes. On est la France. Ouais. On désintègre.
Avec ton Non, regard mais- noir. non, mais- On désintègre. Non, mais je suis désolé. Les services secrets émiratis ou quoi, c'est pas la DGSE, c'est pas le Oui, bien GIGN sûr. ou quoi. Donc, en termes de pouvoir, c'est là où, en fait, tu te rends compte qu'il y a deux volontés complètement différentes. Mm. Si la France est capable, dans l'absolu, de tout ça, comment est-ce que ça se fait qu'on a autant d'insécurité? C'est qu'il y a une volonté. C'est là où, en fait, on prend le problème. Ah Tu ouais, vois, je vois bah ouais. comment tu... Bah oui. Tu vois, Bien reverse thinking, tu Bah ouais. penses. C'est vrai. En gros, si je synthétise ce que tu as dit, dans la Si mesure où on si est le plus fort. GIGN, il rentre dans tous Ouais. les quartiers de Marseille demain Ouais, et qui veulent arrêter la criminalité, ils le foncent. s'il y a une guerre factuelle, armée, entre le GIGN ultra entraîné et des trafiquants qui ne savent pas viser, qui est-ce qui gagne? Le GIGN. Bien sûr. S'il y a une volonté pour l'État français d'arrêter le trafic de stupéfiants en tout genre, réellement, avec les moyens qu'ils ont à disposition. Mais ils le feraient. Donc, du coup, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt à laisser intrinsèquement, la sécurité. Parce que ça sert la politique, parce que ça sert plein de choses, parce que peut-être que même ça permet de faire de l'argent, etc. C'est-à-dire que c'est là où encore c'est encore plus néfaste, c'est qu'on n'est pas dans une volonté de régler le problème et on n'y arrive pas. C'est qu'il y a du laisser aller, il y a du laisser faire, clairement. Ouais. Et c'est là où c'est ultra dangereux, en fait. Et c'est là où je préfère être aux Émirats, qui sont dans cette volonté où ils ont moins de moyens que ces puissances occidentales, mais ils ont plus de volonté. Ouais, Bien sûr. je suis aligné avec ce que tu dis. Attention, je dis pas que les Émirats, les services secrets ou quoi, c'est de la merde ou quoi. Je parle factuellement. Si demain il y a une guerre UAE-USA, c'est les USA qui gagnent. C'est comme Il ça. y a pas de Si débat, demain je me bats contre John Jones, il va m'éclater ma gueule. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est clair et net. Ouais. Mais pourtant, je pense que la vie aujourd'hui est beaucoup plus agréable aux Émirats qu'aux USA. Et j'ai fait les deux, je suis largement mieux ici, tu vois. Ouais, t'as fait aussi aux Ouais. États-unis. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. T'es dans Zombieland. Ah ouais. Ah ouais, t'es dans Zombieland. C'est Putain. quoi, il y a une anecdote marrante. La dernière fois que je suis allé aux États-Unis, c'était en 2023, vers février-mars 2023. Et je voulais enregistrer de la musique là-bas. Donc je prends un ami à moi, un ingénieur du son, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui blague beaucoup. Et pendant tout le voyage, je lui dis faudra que tu fasses très attention, Lucien. Tu sais, depuis la guerre du fentanyl, les États-Unis ont pris un coup en pleine poire. Et je lui dis ça en rigolant. Ouais, je vois Et un on, peu, genre. et on arrive vraiment à Miami, Ocean Drive, et des mecs comme ça. Et il me dit ah ouais, c'est vrai et tout. Je dis mais non, mais c'était une blague. C'était une blague. Je suis autant surpris que toi. Je m'attendais pas à voir ça. C'était vraiment une blague. Mais non, tu déconnes. Mais tu je as te vu. jure, mais un truc que tu te dis, mais wesh. Et en fait, quand tu regardes, c'est là où l'analyse fondamentale, elle est importante pour tout. Là, le fentanyl, ça vient aussi beaucoup de gens qui ont perdu leur maison pendant la crise des subprimes et qui se sont retrouvés SDF du jour au lendemain, pétage de plomb. Et donc, vu qu'on n'a pas encore Ready Player One à disposition et vivre dans une simulation, qu'est-ce qui va te faire quitter cette réalité que tu veux pas vivre? La drogue. Et il n'y a pas de meilleure drogue que le fentanyl pour tu sais, le fentanyl, c'est pas... Le shit, quand tu vas fumer du shit, ça va booster un peu ta créativité, tu vas être un peu dizzy, il se passe quelque chose, mais tu es encore conscient ou actif. Quand tu vas prendre de la coke, tu vas vouloir être dans une recherche de suractivité. Le fentanyl, c'est un débranchage. Ah ouais. Ouais, C'est plus toi-même du tout. Il se passe plus rien, tu es là pour être débranché. C'est comme le crack, comme... Arrête. Tu sais, c'est des Oh, gens qui ont wow. subi des traumatismes de ouf, ils veulent être débranchés. Ils veulent plus c'est vivre. lourd. Tu vois, Enfin, c'est- lourd, pesant, je veux dire. de ouf. Ouais. Pas c'est lourd, c'est cool. Faut que j'essaye. Ouais, c'est lourd, on s'en procure où? Et tu vois, et cette quête de débranchage, en fait, elle montre à quel point il y a un échec de la société dans laquelle ces gens vivent. Clairement. Putain, c'est ouf. Tu verras jamais ça ici. Ouais, J'ai des amis, j'ai un ami qui habite en Thaïlande, il m'a dit c'est normal, tu vois des accidents de la route, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu vois des cadavres par terre. Si jamais tu verras ça. C'est ouais, franchement, on se rend pas compte de la chance qu'on a aussi Bien quand sûr. même d'être en France à la base. Bien C'est sûr. sacré. Mais si on a le choix de partir, ouais, on le fait quoi. Et tu vois, un truc, par exemple, ici aussi, où je me mets à la place des gens, justement, qui vont avoir beaucoup moins de moyens, et je me force quand même à, entre guillemets, fermer ma voiture, même si je sais qu'il va pas arriver ou quoi, parce que je me dis que c'est pas cool de leur laisser la tentation quand même. C'est parce que
sais, quand on se dit que le temps, c'est de l'argent, tu sais, moi, ça m'arrivait des fois de laisser de l'argent, tu sais, là où tu mets le porte-gobelet ou quoi. Il y a un mec qui est là, qui est dans le parking, il lave les voitures ou quoi, il sait que toutes les voitures, elles sont ouvertes, il voit 4 ans de sa vie devant lui. Il y a un moment où c'est pas cool de lui laisser cette tentation aussi devant les yeux. Tu vois, on se dit, ah ouais, c'est ça, il fait tout, etc. Mais respectons-les aussi. Oui, c'est ça, faut respecter aussi. Faut pas être non plus dans l'opulence ostentatoire. Non, mais tu sais, dans une opulence de. Tiens, ben, regarde, il va rien se passer de toute façon. Des portes, mais même pas fermer la clé, les portes ouvertes. Tiens, prends si t'es un homme. Ils sont là. Et encore, t'as des mecs, tu veux leur donner des pourboires, ils sont interdits. Prendre des pourboires, ça fait un peu de la peine. Ouais, c'est un truc de ouf. T'as envie de les mettre dans leur poche comme ça, de les contraindre. C'est lourd. Combien de temps nous reste-t-il ? On va arriver au bout. Moi aussi, l'occasion que tu puisses participer sur ma chaîne, c'est ce que je t'avais dit, c'est aussi mettre en lumière ce que tu fais. Donc sur le temps qui nous reste, si tu veux aussi présenter ce que tu fais, même si tu as eu l'occasion d'en parler avec l'imprimante, tout ça, les liens se trouveront dans la description. Où est-ce que je redirige ? Instagram, YouTube? Ouais, on est en train de faire un Discord. Je te donnerai un Linktree très simple. Bien sûr. Mais justement, là, pour rebondir sur donc, ce qui nous anime par rapport au trading, moi, ce que j'essaye de faire concrètement, j'aimerais avoir la communauté numéro 1 francophone en trading pour les traders et pour les gens qui, justement, ont déjà passé le cap de trader. C'est-à-dire que quand je dis communauté, c'est pas, encore une fois, un groupe où tout est donné. C'est un groupe que je veux participatif et avec quand même une charte. C'est-à-dire que pour moi, c'est le Dubaï du trading, dans le sens où tout le monde peut venir, mais par contre, il y a des règles. Tu vois, il faut rester respectueux. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer sa gueule. Il y a des journées aussi où tu vois où ça ne va pas aller, peut-être dans les setups qu'on partage, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, etc. Et ils ont absolument le droit de s'exprimer. Et il faut qu'ils s'expriment pour que nous, on puisse s'améliorer derrière. Par contre, être dans un truc de manquer de respect à quelqu'un ou tu sais venir cracher sur pas sur moi, hein. Moi je suis peut-être celui qui s'en fout le plus, mais tu vois sur un membre ou des manques de respect ou des gens qui vont promouvoir des scams, etc. On a une charte et des modos qui sont très clairs et donc c'est ban immédiatement parce que je veux vraiment bâtir quelque chose de fort. Et moi le trading ça m'intéresse énormément, je le vois comme un sport cérébral et donc je suis en train de fusionner ce que j'avais avant qui s'appelait le Far West. J'avais bâti une communauté Memcoin qui s'appelle le Far West parce qu'il n'y a absolument aucune règle. Là, on est dans la DeFi, finance décentralisée, donc c'est du PVP total. Et je suis en train de fusionner l'imprimante et le Far West pour avoir une communauté crypto-friendly, axée sur le trading et vraiment par les traders, pour les traders. Intéressant. Ok, super. Merci à nouveau d'avoir accepté cette invitation. Vous allez retrouver tous ces liens dans la description de cette vidéo YouTube. C'était un super échange. On a Merci parlé beaucoup, de musique, de trading, de plein de choses qui nous passionnent. Ouais. C'était un bel échange humain. Je te remercie. Avec plaisir. Et puis on se retrouve. T'as une bonne poigne. Hein. Je vois le côté culturiste. Bien fait de pas faire le malin. Perdu ma main. Tiens, il déconne. Merci à tous. À très vite. Ciao.